une production du Studio SF. Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à Jay du Temple Discute. J'espère sincèrement et profondément que vous allez bien. J'espère qu'aujourd'hui est une bonne journée. Hein? Faut se souhaiter des bonnes journées. One day at a time, on le dit, mais on le fait pas assez souvent. Donc bref, j'espère qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. Et si c'est une journée qui est pénible, je souhaite sincèrement que ce podcast vous accompagne et vous amène un peu de lumière. Elle a accepté mon invitation avec grande générosité. Elle s'appelle Ariane Moffat. Vous la connaissez probablement. C'est une musicienne extraordinaire, autrice, compositrice, interprète. Moi, sur le podcast, je reçois souvent des gens, puis vous le savez, là, pour ceux qui écoutent régulièrement, mais pour ceux dont ce serait le premier épisode, j'essaie de recevoir des gens que je trouve badass. C'est une qualité que je trouve vraiment le fun. Qui se décline de différentes manières, mais pour moi, cette perception-là de quelqu'un qui est badass, c'est quelqu'un qui a une espèce d'équilibre entre une confiance, faire les choses à sa manière, accompagné d'une humilité aussi. Tout ça se mélange, puis ça donne et je trouve qu'Ariane Moffat représente exactement ça. Elle fait ses affaires à sa manière et ça ne l'empêche pas d'aller sur des grands plateaux. Je sais pas, je sens une espèce de... Je l'admire beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime sa musique et le peu que je connaissais d'elle, je l'aimais déjà et bref, on a eu la chance de discuter un petit peu aujourd'hui puis vraiment, je m'en réjouis profondément. Donc bref, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Ariane Moffat. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Mais merci tellement d'être là, Ariane. Ça commence simple comme ça. D'accord, on est parti, mon cher. Tu peux mettre les écouteurs ou pas, c'est vraiment à ta guise. OK, un seul. C'est ça, hein? Technique podcast. C'est ça. On reste dans la réalité, puis on est un peu dans la technique. Je suis tellement content de te rencontrer, pour vrai, merci. Moi, je sais pas si je t'ai déjà conté ça, puis on dirait que j'ai toujours voulu le confirmer. Puis je sais pas si c'est vrai, mais la première fois que j'ai su que tu savais que j'existais, c'était j'ai peur de pas m'en rappeler, là. C'était une invitation pour les dieux de la danse. Ah ben oui! Les dieux de la danse, j'avais reçu une invitation disant on a invité Ariane Moffat et elle a dit moi je le fais juste si c'est avec Jay du Temple. Ouais. Cruiser showbiz. Puis là, ma soeur m'avait dit ça, puis j'étais comme, oh my God, et j'étais tellement heureux que ça vienne de toi. Moi, je me disais, si je veux danser avec un gars, c'est avec lui. T'es tellement vibe. T'es tellement hot, puis on se connaissait pas du tout en plus. Puis moi, j'étais déjà fan de toi, fait que j'étais comme, ben voyons donc, j'étais full flatté. Et malheureusement, c'était dans l'horaire que ça fonctionnait pas, mais pour vrai. On aurait fait un beau couple, non? C'est sûr qu'on aurait fait un bon couple. Full grosse vibe, là. Ben du swag. Ça aurait été malade. On aurait peut-être pas été techniquement, je sais pas, tu danses bien, toi? Ma petite sœur dit toujours que je danse bien, mais okay. On aurait travaillé fort. C'est ça. On est des travailleurs. Et je pense qu'on aurait eu beaucoup de plaisir. Surtout. C'est surtout ça. Et on aurait charmé... le Québec au complet. Serge Denoncourt nous aurait aimé. Fait que dans le fond, on aurait passé à la prochaine étape. C'est sûr. Peut-être dans une autre vie, là. L'invitation est déjà lancée. De toute façon, tu le sais. Mais ça, c'est la première fois que je t'ai rencontré. Et ensuite de ça, c'est l'année dernière. À Fierté Montréal, j'ai eu la chance de voir ton spectacle, puis je t'ai rencontré rapidement backstage, puis je t'ai trouvé tellement généreuse parce que tu venais de donner un gros show, tu sais, puis j'ai l'impression, en débarquant, tout de suite, allô Jay, enchanté, comme tu gérais notre conversation. Moi, je veux pas. Puis là, tu dis pas qu'il y avait eu un orage genre du siècle pendant mon show. En plus. Je pense que là, j'étais dans l'esprit, genre, plus rien à perdre, tout s'est passé, mais ça avait été une soirée électrisante. Puis oui, j'étais contente de te voir là, c'est ça. T'es toujours quelqu'un qui m'a apparu un peu comme j'aime mes chummies dans la vie, là, tu sais, qui aime beaucoup les gens, qui est super charismatique, qui est pas compliqué, puis c'est facile de t'aborder pour jaser. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ben c'est ça qu'on fait, là. Je suis super content. Puis, fait que là, je sais que je pose souvent cette question-là cette année de manière vraiment plus sincère qu'avant, j'ai l'impression. Mais comment tu vas? Je vais bien, c'est ça. Ouais. Ben, juste en arrivant, je t'ai dit, comme je pensais à notre entretien, je me sens dégagée de ce temps-ci. J'ai l'impression de
pouvoir, dans les circonstances de ce qu'on vit, qui est un petit peu castrant, là, j'ai l'impression d'avoir une belle liberté dans mes créations. Tu sais, je suis en train de finir un album, la famille, ça va bien, les enfants vont à l'école. Tu sais, on revient à la base. Hein. Des fois, je me surprends entre la maison puis mon studio à me dire tout le monde est à l'école, tout le monde est en santé, tout le monde... Mais oui, c'est vrai. Puis je suis dans un esprit où, des fois, la pression sociale, le rythme effréné fait en sorte qu'on a certains déchirements. Là, je me dis, j'ai la chance de pouvoir boucler un de mes albums préférés, je pense, en carrière en ce moment, et de pouvoir avoir tout le monde à la maison qui va bien. Puis, tu sais, on a la nature pas loin. Donc, c'est quand même, dans les circonstances, une période qui est pas trop intense pour moi. Là, j'écoutais un podcast, je sais pas si tu connais le podcast de Rick Rubin, où il rencontre justement des musiciens et des musiciennes, puis il a enregistré un podcast avec Win Butler, d'Arcade Fire, qui disait sensiblement la même chose, où il était comme j'ai jamais eu de temps pour enregistrer, puis là, c'est ça qu'on a. Fait qu'il se trouvait chanceux dans le contexte qui est un peu weird d'avoir ce temps-là, justement, de hey, ben là, on enregistre puis on est vraiment concentré là-dessus, tu sais. Je suis bonne pour faire du déni parce que dans le fond, des fois, je me dis, voyons, Harry, tu sais même pas si tu vas pouvoir le jouer, cet album-là, tu sais pas quand, puis on va faire, en tout cas, on a un gros projet de film autour de cet album-là. Puis c'est des grosses affaires, mais on dirait qu'il y a l'énergie de vouloir créer aussi qui est venue comme contrebalancer l'espèce de chaos étouffant. Puis ça me fait faire comme un peu, on verra, puis on le fait, puis let's go. Puis je suis entourée de vraiment des personnes de qualité humaine, super le fun. Fait que c'est un beau... une belle ride. Là, quand tu dis que c'est un de tes albums préférés ever, est-ce qu'à chaque album, c'est ça le sentiment un peu? J'ai dit ça à quelqu'un la semaine passée, puis dans le fond, si tu dis le contraire, c'est que t'es pas content. Je pense que ça devrait être l'objectif à chaque fois que tu fais quelque chose, de sentir que tu touches à quelque chose qui est l'ultime, parce que tant qu'à créer... il y en a des chansons qui se font, là, puis il y en a des exercices de vouloir faire partager son travail et tout. Fait que quand on est mu par l'impression que c'est quelque chose d'important pour soi, puis que c'est peut-être... ça fait la différence dans sa vie, je pense qu'on a le droit de rêver à ça, là. Mais oui, parce que ça fait longtemps que je veux faire des choses plus dénudées, puis je suis une fille un peu boulimique d'arrangement, puis de direction, puis qui écoute plein de musique, puis souvent, j'en mets, tu sais. Puis là, on dirait que j'ai réussi à garder cette fragilité-là des chansons, puis c'est avec des arrangements de cordes puis de piano. C'est fragile, minimaliste, mais riche en même temps. C'est la première fois que je parle de mon album. C'est malade! J'ai tellement hâte. Fait que, voilà. Mais le plus, c'est que je pense que quelque chose que j'admire chez toi et que j'admire chez les artistes que j'aime beaucoup, c'est la capacité à se réinventer sans que ce soit prévu nécessairement, tu sais, mais je trouve que les musiciens, les musiciennes, les bandes qui perdurent le plus, justement, c'est les gens qui finissent par se mettre en danger, qui, tu sais, je veux dire, dans ma tête, t'as jamais, je sais pas, j'ai l'impression que t'as toujours comme une espèce d'ascension, puis ascension, je parle pas au niveau populaire, mais en termes d'artiste, de création, une espèce d'ascension super constante. Ça, je veux pas te mettre de pression. Non, mais on pourrait même le mettre de même, comme d'en creuser en soi plus profondément. Exact, exact. Qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'il y a juste du nouveau monde qui s'ajoute dans... ça, c'est bon, ça. Dans ta crowd. Je sais pas si tu as ce sentiment-là. Le sentiment, en tout cas, de devoir me mettre face à la musique, à risque d'essayer des choses puis d'aller vers où mon instinct me dit qu'il n'est pas nécessairement un chemin que j'ai déjà entrepris. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est un moteur. Puis je me dis, chaque album, c'est une occasion d'apprendre autant techniquement que créativement, d'explorer autre chose. Fait que je fais pas partie, je pense, des gens qui ont envie de... Puis, tu sais, je veux dire, on en a des exemples d'artistes où c'est fantastique. Leonard Cohen, c'est pas réinventé album après album, mais oui, mais je veux dire, au niveau des ingrédients qu'il a mis dans son art, il a juste poussé ce qui était, puis c'est magnifique, comme combien d'autres artistes. Mais moi, j'aime ça, avoir comme un genre d'idée, de concept, puis que tout soit relié pour aller vers une direction nouvelle. Puis après ça, l'histoire de la crowd, c'est sûr qu'en ce moment... 20 ans de carrière bientôt, là, je suis contente d'avoir fait différents projets qui m'ont fait collaborer avec des gens, qui m'ont gardé en contact avec plus la nouvelle garde de créateurs, puis que là, de pas me gêner que mon prochain, il est un peu plus intemporel, il est pas là. C'est pas une affaire de cruiser la jeunesse, là, mais c'est un ensemble d'éléments, je pense, que comme artistes qui sont importants pour se nourrir, garder le contact, puis être...
aware en anglais, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. conscient du territoire, puis de se frotter un peu à une nouvelle garde de créateurs. Puis tout ça fait en sorte que, heureusement, j'ai l'impression que je peux encore résonner. Tu sais, quand j'étais au lancement de l'AF autour du projet Somme, on a fait Ouais. la chanson, puis il y avait des vraiment jeunes, là, genre, qui allaient voir mes shows avec leurs parents avant, puis qui tripaient, tu sais. C'était un feeling vraiment le fun de sentir que j'ai pas un public cible qui est très fixe, là. Non, Tu sais, c'est assez ça. large, là. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que tout ça, justement, quand tu dis, tu sais, aller cruiser la jeunesse ou whatever, j'ai pas l'impression que c'est placé de ta part. Au contraire, j'ai Non. l'impression que c'est très mutuel comme désir. Puis là, oui, je te j'espère. dis ça, c'est complètement de l'extérieur. Là, je Ouais. connais personne, mais l'espèce de sentiment de oh my God, de pouvoir collaborer avec Ariane Moffat. Et toi, la même chose, l'inverse avec des nouveaux créateurs. J'ai l'impression que c'est win-win et que c'est fait de manière super sentie et sincère. Vraiment. Je t'aurais aimé ça que tu sois un petit oiseau dans mon studio, la classe, parce qu'en plus, c'est une vraie classe d'école dans une école qui est pas en fonction, une école du CSDM. Ton studio? Sur ma rue, ouais. Arrête! C'est la classe avec des vieux tableaux, puis j'ai fait insonoriser ça, mais on est dans une classe d'école. Fait que, tu sais, quand les Fouki, la F débarquaient, tout le monde écrivait, on avait l'impression de vivre vraiment comme ce partage dont tu parles là, qui était réciproque puis qui était super fébrile et excitant dans une classe d'école. Fait que C'est bien malade. C'est à l'image de ce que tu décris là. Comment t'as trouvé ce lieu-là? Écoute, c'est carrément le 3e étage de la garderie de mes 3 garçons. Fait que ça se veut Ça efficace. s'appelle économie de pas dans le Myland. Ma vie est green. Moi, je marche, là. Studio, école, Yes! tu sais, maison. Puis bref, ça fait quelques années. Au début, j'avais un autre studio qui était... Je sais que Jean Leloup a déjà eu un studio dans cette affaire-là. Il y a quelques artistes, il y a des luthiers, il y a des graphistes. Et donc, j'avais au début partagé un studio avec une peintre, puis on se partageait. À un moment donné, tu sais, Shring a Ring, les nouvelles paroles avec la peintre à côté, c'était plus ou moins ma bulle. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait une classe au fond qui était comme grande et comme un petit peu plus isolée. Et là, encore une fois, je vais toucher du bois beaucoup aujourd'hui, Ouais. je pense. C'est le fun de ta table soit en bois. Oui. Et donc, j'ai pu mettre la main sur cet endroit-là. Il y a carrément un petit stage là-dedans. Puis c'est ça. Fait que c'est plein de fenêtres. Puis c'est dans mon quartier. Puis je suis tellement... Chaque fois que je rentre là, je capote d'avoir ce lieu-là qui est sur ma rue. Donc, je dépose le bébé, Georges. Je monte au 3e. Puis à un moment donné, il y a eu une alerte de feu. Je suis descendue prendre les bébés. Puis Allez! aider. La mère accompagnatrice qui est stand-by tout le temps. Exact. Il y a de quoi, je suis là. Mais non, c'est pratique, c'est le fun, puis j'en profite en masse. Est-ce que le fait de devenir mère est venu donner un deuxième souffle à ta création? Est-ce que... Je sais que j'ai reçu quelques personnes ici, puis des fois, c'est peut-être cliché de dire, mais moi, mettons, j'ai 2 sœurs, puis mes 2 sœurs Je sont... dire, j'ai 2 enfants. Je suis Non, comme, hey. non, Il manque un bout. Si j'ai 2 enfants, même moi, je suis pas au courant. Et C'est mieux comme ça. Oui, c'est ça. À chaque fin de show pendant ma tournée, souvent quand je revenais pour le rappel, quand les gens décidaient de se lever, ce qui était vraiment gentil, je disais, vous pouvez vous asseoir ou pas. Là, je suis pas votre père, du moins, j'espère pas. À un moment donné, je disais, hey, t'imagines. Mais mes sœurs, moi, je suis l'enfant du milieu. Ouais. Puis j'ai 2 sœurs, puis ma petite sœur vient d'accoucher de son premier bébé tout récemment. t'es mon oncle. Je suis mon oncle 4 fois. Oh, yeah. Ma grande sœur a 3 kids. OK. Puis je trouve que pas qu'on banalise, là, c'est pas ça, là, mais on dirait que j'aime ça, l'idée de jamais en revenir, que mes sœurs sont mères, tu sais, puis que c'est fucking extraordinaire, tu sais. Vraiment, vraiment, tu sais. Ouais. Et de redécouvrir tous les membres de ma famille avec un nouveau rôle. Fait que de voir mes sœurs devenir mères, tu sais, j'ai vu une photo de Sarah, ma petite sœur, qui tient son bébé puis qui présente Constance à travers la fenêtre, malheureusement à cause de la COVID, tu sais, à mon autre nièce. Puis c'était quelque chose de tellement émouvant, tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons, Non, mais il y a je quelque chose de comprends, comme, mais rien de plus beau. il y a rien de plus beau de voir, attends, c'est ma petite sœur, tu sais, et là, elle est mère, tu sais, comme elle s'occupe de quelqu'un, puis et je sais que des fois, dans tous les domaines, en fait, il y a une espèce d'injustice weird par rapport aux femmes de comment, tu sais, rendu à un certain âge, on va pas l'engager, elle va bientôt avoir des kids, whatever. Alors que, puis même affaire, des fois, l'idée de que ça, mes collègues de travail, ben là, tu sais, entre 2 tournées, peut-être calculer, là, tu sais. Comment, toi, c'est venu comme changer ta vie? Ça l'a changé comme énormément, là, du tout au tout, mais il y a les deux côtés, tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est sûr
là, j'ai 3 enfants, tu sais. Une gang, là. Une gang, c'est hot, là. Des jumeaux de 7 ans, puis un de 3 ans et demi. Puis, tu sais, l'idée d'une liberté enlevée par rapport à, mettons, au stéréotype de l'artiste, là, tu sais, c'est sûr que moi, quand je fais mon album, puis là, 4h30, il faut que je descende en bas, puis les soupers, puis tu sais, il y a quelque chose qui perd un peu de l'espèce d'errance qu'on associe à l'artiste, puis la liberté de perdre son temps pour trouver une idée, puis tout ça. Mais en même temps, j'ai jamais été une femme qui se perd tant que ça dans ses pensées, puis qui procrastine, puis... Fait qu'il y a quelque chose où... L'intégration de cette rigueur, de cette structure-là est venue encore plus tâter la façon dont j'utilise mon temps. Puis c'est pas plate parce que quand j'arrive au studio à 9 h, là, je me sens disposée. Justement, tout le monde est placé. Là. Oui. Puis là, je me mets dans cette bulle-là. Puis il y a une forme d'efficacité qui vient avec ça. Et aussi une espèce de lâcher-prise totale qui peut servir en création. Tu sais, oui, à un moment donné, clair. c'est comme t'as des choses qui sont placées à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup moins d'insécurité, du regard des autres. C'est venu aussi avec la maternité, ça. C'est venu placer en moi une forme d'un apaisement, d'avoir un sens à ma vie comme tel que je l'avais rêvé depuis que j'étais petite. Moi, j'ai gardé énormément d'enfants. J'étais comme... Je voulais des enfants. C'était comme au centre de la vision de moi que j'avais pour le futur. Fait on dirait que ça crée une espèce, peut-être avec les 40 ans aussi, une espèce de lâcher-prise totale qui fait que je m'en fous là, un peu de quoi j'ai l'air, de mon profil artistique aux yeux des autres. Puis je pense que c'est occasionné, en gros, aussi avec l'arrivée de ma maternité. Le but, puis c'est ça qui est un beau trip aussi, c'est de jongler dans cet équilibre-là avec tout ça. Parce que oui, tu sais, je pars vraiment... J'ai mis une espèce de stop sur la France dans les dernières années. Ouais. Avec le prochain, je vais un petit peu plus retourner. Mais tu sais, j'ai fait quand même des choix de tourner. Mes pères masculins, ils sont un petit peu moins dans ces enjeux-là. Tu sais, il y a souvent la femme qui est pas mal plus disponible à la maison. Ouais. Tu sais, la mienne est psychologue, doctorante. Elle travaille à Sainte-Justine. Elle a sa clinique privée. On est toutes les deux dans le tapis. Ouais. Fait que c'est de l'abnégation, mais en quelque part, je travaille en masse. Je manque pas d'activité. Puis il y a quelques sacrifices, mais pour moi, qui n'en sont pas parce que c'est un tout qui me remplit vraiment. Et puis c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on continue de célébrer la maternité, tu sais, parce que justement, il y a quelque chose d'héroïque, là. Peut-être c'est pas le bon mot, je sais pas, mais justement dans l'idée de vous êtes 2 mamans, et là c'est de faire hey, attends, là, justement, il y a pas l'idée de une qui est plus que l'autre ou d'inégalité qui des fois est inconsciente. Les tâches quotidiennes aussi, tu sais, je veux dire, ma blonde, c'est comme il est toujours la ceinture d'outils avec la femme la plus féminine que tu peux pas t'imaginer, tu sais, c'est ce jeu-là qui vient avec un peu les stéréotypes homme-femme dans des couples hétéros disparaît, puis là tu te rends compte que vraiment il y a pas de genre pour telle ou telle tâche, puis vraiment je trouve qu'on est un beau laboratoire pour démontrer ça. Mais j'avais d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça, ça va revenir. Ben oui, par rapport à la maternité puis la... Ah oui, tu sais, je dis, je me fous de la perception extérieure, mais à un moment donné, je me suis demandé, tu sais, est-ce que être mère vient, puis tu sais, de un peu montrer mes enfants sur un Insta ou machin, sais-tu, tu sais, ça enlève-tu à l'artiste? C'est quoi l'équilibre, tu sais, de démontrer cette partie-là de moi? Puis ça s'est fait de façon organique à un moment donné, puis on n'est pas obligé de stigmatiser la mère dans quelque chose de ma tante, tu sais, qui a plus de vie, puis qui crée pas, puis qui a plus d'intérêt, puis qui est juste centrée sur ses enfants. Tu sais, moi j'aime ça. J'aime ça faire vivre à travers la vie familiale, ma vie artistique, ma vie de femme, mère, puis de mettre ça en avant, puis that's it. C'est mais ça, je pense aussi, en fait, que ça vient avec l'idée qu'il faut déconstruire l'idée préconçue, comme quoi il y aurait un seul modèle de mère possible dans l'univers. Vraiment. Alors que je trouve qu'on a beaucoup... tu sais, moi, cette année, mettons, j'ai voyagé quelque temps tout seul d'une vanne, puis finalement, j'ai croisé le frère d'un de mes meilleurs chums par le plus pur des hasards. J'ai déjà compté vite sur le podcast, mais bref, il s'appelle Laurent, père de maths au secondaire, 47 ans maintenant, il avait 46 quand on voyageait. Puis 2 ados à la maison, en super bonne relation avec la mère de ses kids. Puis à un moment donné, on jasait de ça, la paternité, puis ça. Puis lui, il était comme, hey, Colin, tu sais, moi, je suis quand même... Lui, il s'enlignait un 6 mois de voyage solo, tu sais.
Puis pendant l'été, les kids leur rejoignaient puis les faisaient des voyages avec les kids. Okay. Mais il se posait la question à savoir comme, hey, attends, en ce moment, il se passe des affaires maison, je suis pas là. Puis je le voyais se questionner, ce que je peux comprendre. Mais après ça, j'étais comme, dans ma tête, pour moi, tu sais, moi, j'ai des parents qui sont ensemble depuis 41 ans, qui sont, tu sais, vraiment un petit peu plus classiques dans leur manière de faire, mais non pas moins amoureux. Puis le bagage qu'ils m'ont offert est énorme, là, je les remercierai jamais assez. Mais pour moi, là, j'avais accès à un autre modèle de père. Puis j'étais comme, dans ma tête, le message que tu envoies à tes kids est vraiment puissant en ce moment de faire... tu peux avoir plusieurs rôles dans une vie. Tu peux être père et ne pas t'oublier comme être humain. Je trouve que le message que tu envoies, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez continuer de rêver. Fait que je trouve que ça a un peu un lien avec ce que tu dis, de faire comme, mais toi, ton modèle familial, il t'appartient à toi, tu sais, à toi puis ta blonde. Il est tellement créé sur mesure, tu sais, je veux dire, on a des références de famille homoparentale quand même, on a des amis, des familles, mais moi, j'ai l'impression que ma vie au complet, je l'ai bâtie de même, là, par l'instinct, puis le suivre son gut feeling, puis construire, puis oui, tu sais, oui, s'inspirer, moi aussi, de ma famille, tu sais, qui m'a tellement été vrai dans mes deux parents de m'encourager à aller au bout de mes envies. Tu sais, je me rappelle, je m'en allais au cégep, puis je voulais étudier en musique, mais en même temps, j'avais toujours rêvé d'être pédiatre, puis là, j'étais comme... Pédiatre, pourquoi? Mais tu sais, avec les enfants. Je pense que j'avais écouté beaucoup de Rescue 911, puis des affaires, des émissions américaines, dans des anciens de Grey's Anatomy, puis ce genre d'affaires-là. J'étais fascinée par le milieu médical, puis tout ça, mais j'avais pas vraiment les notes en sciences. Mais j'avais quand même dit à ma mère, maman, on dirait que je veux pas manger du beurre de pinot toute ma vie, puis j'associais la vie d'artiste à la précarité, l'instabilité, puis tout, puis c'est elle qui m'a dit... Vas-y, tu sais, essaye, puis après, tu en reviendras. Alors que j'avais des amis au cégep en musique après qui avaient été reniés par leurs parents parce qu'ils étaient allés étudier en musique, tu sais. Bref, j'ai eu ce support-là d'être qui j'avais envie d'être. Mais après ça, même au moment du coming out, là, j'avais l'impression un peu d'avancer dans le noir puis de défricher ma propre voie. Et finalement, je regarde ce que ça a donné, puis... Ça ressemble aussi à tellement, tu sais, de mes amis hétéros, de leur famille, de leurs enjeux, de ce qu'ils traversent, de la carrière versus la famille, le couple là-dedans. Tu sais, donc, au final, on est libre de se faire son propre chemin, puis on aura toujours des repères auxquels, tu sais, même si c'est pas pareil, auxquels se référer. Bien, puis des fois aussi, on a l'impression, moi, évidemment, j'ai souvent plus le réflexe de me placer en rapport comme étant l'ado. Par rapport aux parents, parce que je suis pas parent, donc j'ai pas encore... mais je vieillis tranquillement pas vite, fait que... Puis je jase plus avec mes parents, tu sais. Dans la dernière année, j'ai habité chez eux, curieusement, là, fait que... puis il y a quelque chose aussi, tu finis... En tout cas, moi, en vieillissant, je réalise à quel point, des fois, j'avais l'impression que mes parents étaient... pas contre moi, mais pas en accord avec mes choix ou whatever. Puis je réalise aujourd'hui que c'était juste de l'inquiétude puis de l'amour. Tu sais, des fois, c'était peut-être pas... c'était juste qu'on se comprenait pas, mais ultimement, c'était comme, on veut pas que tu te fasses faire mal, mettons. C'est bien que tu le réalises même avant, je sais pas si tu vas avoir des enfants, l'avenir nous le dira, tu sais, mais souvent, cette prise de conscience-là, elle vient à kick in en tabarouette quand tu deviens parent, parce que là, tu capotes sur ce que tu ressens pour ton enfant, puis là, tu reviens, toute la cassette recule. Tu vois tout comment tes parents ont été avec toi, puis c'est quoi le lien, puis c'est bien intéressant, puis c'est bien prenant, puis ça donne un autre regard, mais tant mieux si toi, tu peux allumer là-dessus même avant d'être... d'avoir ce regard-là parce que tu vieillis aussi puis tu as un meilleur recul dans ta relation avec eux. Absolument. Absolument. Puis je pense que la dernière année, en fait, j'ai acheté une maison puis il y avait des rénos à faire. Fait que j'avais vendu mon condo. Fait que je suis comme retourné chez mes parents à 28 ans. Ouais. Je suis parti pour animer ma 4e saison d'OD de chez eux. Là. C'est super absurde. Je suis parti faire le Centre Bell de chez eux. C'est super absurde, mais ça a fait en sorte... Oui, c'est ça, exact. Mais ça a donné lieu à des conversations géniales. J'ai la chance d'avoir des parents jeunes. Moi, j'avais 28, cette année, j'ai 29 maintenant. Ils ont 56. C'est un espèce de prime time d'âge où j'ai des idées, puis j'ai une vision, puis j'ai le couteau entre les dents, mais en même temps, eux, ils ont l'expérience, puis ils ont aussi encore le couteau entre les dents, mais à leur manière. Fait qu'il y a une espèce de partage qui est super grand, puis les deux, on se nourrit vraiment de nos réflexions mutuelles. Puis, je souhaite tellement avoir ça avec mes fils. Là. Je vais les appeler tes parents pour dire comment ils ont fait. Non, mais j'y crois, mais c'est beau, surtout si tu as confiance aussi à être sensible puis fragile avec eux. Tu peux vraiment avoir
un espace de refuge. Mais bref, continue. Mais j'ai l'impression que du peu que je connais de toi, j'ai l'impression que tes parents t'ont permis d'être qui t'as envie d'être aussi. Puis ça, mettons, c'est vraiment puissant, je trouve, à envoyer comme message à un enfant. Moi, je pense que c'est la plus belle confiance que tu peux remettre parce qu'après ça, t'as pas la pression de devoir performer, de devoir plaire, satisfaire. Tu sais, si tu sens vraiment que tes parents t'acceptent comme t'es puis qui te soutiendront dans tes choix, même si c'est un choix que tu dois revenir ou que tu dois changer, ça donne, je pense, des ailes de sentir que tu vas pas tomber dans le vide, tu sais. Non, exact. Exact. C'est précieux. Et puis, c'est drôle comment... mais ça change de plus en plus, j'ai l'impression, l'idée de l'artiste qui mange du beurre de peanut. Je sais pas ce qui se passe avec le beurre de peanut, mais c'est-tu qu'on a cette vision-là? Mais toi, je sais que quand finalement, t'as fait le choix, la pédiatrie s'est tassée. Oui, d'elle-même. Dans mon cours de maths 431. Et t'es entré en musique à Saint-Laurent, si je ne m'abuse. Exact. À ce moment-là, mettons, moi, je sais que quand j'ai été accepté à l'école de l'humour, c'était comme si j'entrais à Poudlard. Là. C'était un rêve inaccessible. Ouais. Et finalement, l'école de l'humour était super tough, parce que c'était pas chose faite. T'sais. Et j'ai réalisé en terminant que c'est là, dans le fond, que ça a commencé. La réalité, c'est de faire j'ai bien beau avoir le diplôme, mais ça me donne pas un one-man show. Là, il faut que je travaille. Je sais que la grande... En tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais je trouve que le processus créatif musical est tellement le fun, j'ai l'impression. Alors que le processus créatif humoristique, des fois, je le trouve tough. Il faut écrire, puis t'es tout seul un peu plus des fois, puis alors que vous autres, c'est complètement une idée romantique, mais le jam, puis nanana, puis mais le cégep en musique pour toi, c'était ça c'était vraiment cool. C'est ça. Mais le processus créatif, il est pas toujours si le fun parce que c'est tellement relié à ce que tu vis, ce que tu traverses. Puis moi, je me ramène à cette période-là collégiale, université. J'étais pas bien, là. Tu sais, c'était dur, là. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que, merde, Steve, je vais toujours être triste pour écrire des tunes. Puis ça va tout le temps. Tu sais, si je suis pas triste, je pourrais pas écrire de tunes. J'ai resté dans cette danse-là. Parce que tes bonnes tunes, c'était des tunes tristes. Ouais, parce que je commençais, puis c'est là-dedans que je me ressentais dans cette intensité-là que je vivais, que c'est juste comme ça que je pouvais aller au bout de mes émotions. C'était toujours dans des émotions plus dures parce que c'était les plus vives en moi. Mais fait que le processus créatif, pas toujours, mais oui, on se retrouve vite en proximité avec des gens avec qui on décide de collaborer. Puis là, c'est comme partager cette magie-là d'un arrangement, d'un accord, d'une mélodie qui naissent, puis qui s'imbriquent, puis qui font exister quelque chose qui n'existait pas avant. Puis d'avoir des personnes témoins qui vivent ça avec toi, c'est sûr, c'est hot. C'est malade. Ouais. Puis au cégep Saint-Laurent, j'étais dans la cohorte de ma grande amie Marie-Pierre Arthur, avec Louis-Jean Cormier aussi. Ouais. On était une gang, François Lafontaine. Ouais. C'était pas plate, tu sais. C'est malade. C'est ça. Puis j'arrivais aussi, tu sais, j'ai eu un prof au secondaire, là, Jean-Guy Larin. Allô, Jean-Guy? Je le nomme toujours parce que ça a commencé au secondaire. J'allais au collège privé à Saint-Paul-de-Varennes, puis on avait un budget pour monter des comédies musicales, puis tu sais, des hologrammes, parce que la gang de l'équipe technique audiovisuelle de l'école était aussi leadée par un allumé raide qui faisait de la projection en 3 dimensions, puis en tout cas, bref. Wow! On s'amusait vraiment. Et vous aviez créé la comédie musicale? On a repris des comédies musicales existantes, mais on a réadapté, par exemple, la pièce de Nelly Gant, mais avec, tu sais, en adaptant des choses, mais aussi avec moi. Je travaillais avec ma projection de moi que je voyais pas, puis que le public voyait, puis c'était de la vraie, shit, là. Faire ça au secondaire. C'est ça, à 15, 14, 16... 15 ans, là. Puis, c'est malade. C'est ça, fait que j'ai commencé avec l'idée du modernisme, puis de rêver grand, puis d'apprendre aussi. Tu sais, lui, Jean-Guy, il m'a préparé en secondaire 5. C'est là que la pédiatrie a pris le bord. Parce qu'on a créé une option musique et histoire. Fait que, tu sais, au début, j'avais commencé l'année chimie, histoire, puis là, je capotais, ça m'intéressait pas. Fait qu'ils ont créé une concentration musique. Il y avait moi puis un bassiste. Pendant l'année? Oui, pendant l'année, qui n'avait jamais fait ça, pour me permettre de préparer mes auditions à Saint-Laurent. Parce que t'arrives pas à Saint-Laurent de même, là, tu sais, c'est quand même contingenté. Mais c'est bien cool venant d'un... Tu sais, moi, j'étais allé d'un collège privé à Jean de Lamennais, à la Prairie, que j'ai adoré.
normal, la réputation, en gros guillemets, je vais mettre ici, parce que ça dépend vraiment des écoles. Surtout les écoles privées, c'est l'académique. Tu sais, non, là, c'était beaucoup le parascolaire. Là. C'est malade. Ouais, vraiment. Non, c'est super. Mais je faisais des chroniques au petit journal à TQS, qui était comme une émission d'information pour les enfants. J'avais fait, tu sais, je m'impliquais télé communautaire, radio communautaire, puis je m'étais fait recruter pour faire des reportages avec genre Noir Silence. Wow! C'est-tu vrai? Allez sur leur vidéoclip, faudrait retrouver ça. Ça avait-tu bien été? Ah ouais. Qu'est-ce que t'avais fait? Ben, je faisais des petits topos, genre « Allô, c'est Ariane Moffat », puis là, on est sur le tournage du clip. Puis... Ah, de Noir Silence! C'est malade! J'avoue que ça pète ton imaginaire. Mais t'es as-tu croisé un moment donné par après? Où il y avait... Oui, il me semble qu'après, sur les routes du rock, on s'est revus. Je pense pas qu'ils m'ont reconnu, mais bref, ça encourageait beaucoup le parascolaire, puis ça a fait en sorte, quand je suis arrivée à Saint-Laurent, mais Saint-Laurent, c'était débile. Tu avais des profs que tu voyais dans les house bands à la télé, des cours d'arrangement. Il y a des profs qui avaient étudié aux États-Unis qui revenaient avec tout leur bagage. Puis tout devenait super concret. Concret, puis riche, puis vraiment trippant. Puis après ça, j'ai fait un petit bout à l'UQAM, mais c'est ça. Bref, ça, c'est une partie. T'es allé à l'UQAM en musique? Oui, en musique 2 ans. Puis là, c'est Marc Derry qui m'a tiré des bancs d'école, puis qui m'a amené en tournée sur son premier album solo. Donc, lui, Marc, c'est sûr qu'il m'a baptisé Baby Star. Ah oui, hein? Encore une fois, aujourd'hui, je m'appelle Baby Star quand il m'écrit. Wow. Il était vraiment, là, comme mes parents, là, au niveau de la confiance. Lui, il était rentré, je jouais dans un bar jazz avec mon scotch. Hein? J'avais 18 ans. Tu faisais ça où? Au Jason, sur Ontario, tu sais, dans le quartier latin, Ontario. Oui. Saint-Denis, ça s'appelait à côté de l'île Noire, là, je pense. Oui. Ça s'appelait, il y a eu bien des noms, là, mais Ontario et en face du Cégep du Montréal. Ouais. Puis c'est ça, je jouais là, puis à un moment donné, il était avec son sac à dos, Marc Derry. Mais attends, comment t'as pogné cette gig-là? Ben, j'étudiais en musique, tu sais, fait que, écoute, là, c'est sûr, si on rentre dans les détails, tu vas te rendre compte, Jay, que ma mémoire est vraiment merdique. Comment j'ai eu la gig, je sais pas. Mais t'es allé, puis t'as vu quelqu'un jouer. Ouais, je pensais peut-être avec le cégep, on amenait comme des étudiants 4 cuivres, qui, là, je faisais des tunes de Bob Marley, mais un peu jazzé avec des arrangements de spots. C'était les années de... Tu sais, dans une période où il y avait encore des shows live dans des bars, tu sais, ça a changé depuis. Ça a toujours été de moins en moins, mais où on pouvait se faire des soirées débiles d'improvisation. C'est tellement... tu le sens tout de suite en rentrant dans la pièce quand tu sais que c'est de la musique live. Ouais. Ça se sent tout de suite. Ouais. C'était leur endroit-là. T'improvisais, genre? Ben, tu sais, j'avais un petit set list. Moi, je me préparais avec mes tunes pop, puis des fois, il y avait des étudiants du cégep qui venaient jouer avec moi. Ou, après ça, j'ai travaillé au Pidédélique sur Mont-Royal. Si vous y retournez... Il y a des photos dans le corridor, dans les toilettes, là. J'étais genre bleachée, sans livre mouillé. puis là, je bookais les mardis jazz ou les samedis jazz. Fait que je travaillais là. Puis, vu que j'étudiais en musique puis je commençais à avoir un petit réseau, ben je bookais les bandes le samedi soir. Fait que des fois, j'allais jouer du drum. Puis après ça, je passais dans les tables puis j'avais plus de types parce que j'allais chanter entre mes C'est chiffres. malade. Asti que c'est hot. Mes premières jobs, là, dans le temps. Ils sont cool de t'avoir, permis ça. Ben oui, puis à la fin, lui, Pierre, qui était le propriétaire au Petit Délic, qui m'avait demandé si j'étais pas rentrée un samedi soir parce que j'étais justement à la télé avec Marc Derry, première gig, genre samedi soir dans le jus, où Ariane, tu sais? Fait que là, la semaine suivante, il m'a amené dans son bureau puis il a dit, là, je pense que t'es prête de voler de tes propres ailes en musique. T'es comme, je te crise dehors d'une belle façon. Wow! Mais, c'est bien nice! On se revoit encore des fois, puis c'est ça. C'est du monde, hein, fort sur ton parcours qui... Mais ça aussi, je pense que c'est des affaires que dans le moment, parce que je trouve que ça résonne beaucoup, ça me fait beaucoup penser à... Puis là, je parle comme... Mettons, j'ai commencé... Je suis sorti de l'école d'humour, j'avais 21 ans, 22 ans. Ben oui, mais non, ça c'est ça. C'est plus frais, mais c'est ce genre de début de parcours c'est ça, mais puis... retentissant. Quand... Je trouve que j'imagine que Pierre, le propriétaire du Pédélique, autant que tes parents, que Jean-Guy, mon prof de musique. C'est des gens qui devaient voir cette espèce de feu, exact là, tu sais.
faire, on va juste la nourrir, là, tu sais, puis ça va se faire tout seul. Tu sais, moi, c'était ça, là, c'était des soirées d'humour, là, en veux-tu, en v'là, là. Mes parents comprenaient que des fois, j'étais en train de souper avec eux autres, 7h30, il y a quelqu'un qui me texte, il nous manque quelqu'un, viens-tu? C'est sûr, j'y vais, là, tu sais. La première fois, j'ai fait 2 shows le même soir. Dans ma tête, là, c'était 2 shows de merde, on s'entend, là. Mais la première fois que j'ai eu 2 shows le même soir. Aller à une gig puis l'autre. Ouais, exact. Moi, dans ma tête, j'étais à New York, là, maintenant, là, et je courais d'un comedy club à l'autre, alors que c'était d'un corpo au Pub Saint-Paul à une autre place qui était un bar qui n'avait pas rapport. Une classe de l'école de l'humour. Genre. Et mes parents ont couru avec moi entre les 2 shows, tu sais. Ils étaient là aux 2, tu sais, des affaires de même. Fait que je trouve ça cool. Puis je veux juste... à 18 ans, tu buvais déjà du scotch? Ah ouais, avant ça, mon cher. C'est vrai? Du scotch? Chris, t'es bien badass. Je suis écossaise, moi, en fait. C'est vrai? C'est vrai? Ben oui, il y a même un village qui s'appelle Moffat en Écosse. J'ai une cousine qui avait déjà pris la photo en allant voyager là avec les enseignes de notre famille. Mais oui, j'ai un petit... j'ai le blood capable. Ouais. Et c'est ça pour jouer dans un bar jazz, ça prend du fort un peu. Là, c'est ça, hein? C'est 18 ans, là. Mais c'est ça. Et moi, on est capable, là, à cet âge-là. Là. Ben, moi, boire du scotch à 18 ans, j'aurais pas fait des très bonnes jokes, je t'avoue. Mais le pire, c'est que ça me fait penser au petit number que tu fais avec Louis-José. Oui. On dirait un clin d'œil à cette époque-là. Genre, je trouve ça fucking sick. Oui, c'est drôle, ça. Mais ça, c'est son idée, là, de l'espèce de piano bar cocktail qui a eu une couple de déclinaisons qu'on a fait en spécial un peu Noël. Oui. Mais tu sais, être le sidekick de Louis-José, pour moi, c'est comme jammer du piano puis puncher un peu les textes qu'il écrit. C'est comme, allô, le privilège, là, le J'ai kick. l'impression que c'est comme la plus... On dirait vraiment une image des possibilités québécoises. Mm-hmm. Mettons, pour un artiste, là, de faire c'est pas une des top musiciennes, puis un des top, pour ne pas dire le top humoriste. Ça se peut qu'ils vont se connaître puis se croiser. C'est ça qui est quand même de cool au Québec aussi. Mm-hmm. C'est de te ramasser justement avec un Marc Derry ou même Daniel Bélanger. Tu sais, comme. Quand j'ai su ça, j'étais comme... On aurait pu faire ça parce qu'on a dit Daniel Bélanger, mais on peut pas. On traîne nos ongles. Mais tu sais, je disais, toi, tu devais déjà être fan de Daniel Bélanger, puis tu te ramasses sur sa tournée. Non, ça, c'est dans les moments les plus marquants parce que je sais pas si je peux enchaîner avec le moment où je vais au lancement. Il y avait encore des lancements avec des CD, là, puis je rentrais dans mon premier appartement pour mettre Rêve et mieux, tu sais, puis me taper ça, coucher sur mon lit, puis écouter cet album-là, tu sais. Puis après ça, quelques jours après, de me faire demander, veux-tu faire la tournée comme claviériste? Il avait demandé à Marc Derry, que ma main, je dis toujours ça, là. Ouais. Puis il m'avait convié à partir sur la tournée. J'étais pas impliquée dans la création de l'album, mais je venais de me péter les neurones à entendre cet album-là pour la première fois, puis là... Aïe, tu sais, j'avais pensé être accompagnatrice non plus. Moi, j'étais en train de tracer ma route. J'écrivais à quoi d'autre, puis il m'a demandé ça, puis ça a été vraiment, vraiment une expérience formatrice incroyable. Puis on s'entend, c'est une Christie de tournée. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça tombait sur cet album-là, sur ce moment-là aussi dans la vie artistique de Daniel. Puis un mentorat sans effort, là, tu sais, dans le fond, les grands, tu regardes aller, t'es proche, puis c'est déjà enough pour catcher bien des affaires, puis ressentir, puis avoir une vision aussi plus backstage du métier, puis avoir accès à un public, parce que moi, je commençais... Mes tunes, trois tunes guitare-voix, point de mire, tu sais, des tunes de mon premier album. Puis je déposais ça, puis j'allais faire... Spoutnik. C'est malade, c'est que c'est C'était vraiment la grosse classe. Après ça, on va dire, quand je suis arrivée en France pour faire des salles de fête, je trouvais ça brun en tabarouette. Mais il te laissait faire une couple de tunes comme en première partie? Exact, c'est ça. Ouais, fait que ça a bien mergé. Puis à un moment donné, ben là, je me rappelle aussi du moment où j'étais dans mon bain, puis là, j'étais comme, faut que j'arrête parce qu'il faut que je sorte mon album, faut que je fasse des shows. Puis ce risque-là de renoncer à ce qui était fantastique, là, notre relation, la vibe, tout ça, pour dire je dois m'occuper de mes affaires maintenant. C'était difficile Tu l'as fait pendant la tournée? Oui, c'est ça. Puis la tournée a fini avec Alex McMahon au clavier. Incroyable. Que j'ai rencontré à cette époque-là. Puis
C'est ça. C'est une belle époque. Mais vraiment, mais t'as le pire, 28 c'est ans, mais toi, c'est- je veux dire, ça fait combien de temps, ça? 2000, Ben, moi, 2003, tu sais. J'étais kid là, quand j'avais 12 ans. T'es peut-être allé là. avec tes parents voir le show de Daniel Bélanger. Ben, puis le j'étais pire, sur c'est stage que- avec Mathieu. Tu racontes ça, puis je fais comme asti, j'aurais aimé ça Ouais. être au cégep pendant cette période-là, parce que c'est sûr que. T'aurais été musicien, finalement. Oui. Mais c'est ça, j'aurais assisté à ce spectacle-là, Ouais. tu sais. Mais il y a quelque chose de. Je trouve ça vraiment fort aussi comme message. Moi, je sais que j'ai vécu ça un peu avec Adib Al-Khalidi. Tu sais, moi, j'ai fait sa première partie de son premier one-man show. Puis quand tu dis justement avoir la chance d'assister à ça, tu sais, cette espèce de voir du moins quelqu'un que tu admires, voir sa discipline. Toi, en plus, tu es sur scène. Fait que quand même, tu vis le show avec. Mais t'es aussi spectatrice de cet être humain-là qui fait Ouais. son affaire. Les premières fans de ses jokes, parce que Daniel Bélanger en show, c'est très drôle. Ses Ben, monologues et tout, là. Il est drôle en crise. Je l'ai reçu ici. OK, je savais pas. Je l'ai reçu. Il est fucking drôle. Ah là. ouais, c'est dans les plus drôles en termes de jeux de mots plates. Là. On a donné sur les routes du Québec. Qu'est-ce que t'as le plus appris de ce gars-là? Qu'est-ce que j'ai plus appris? Ben, il y a une grande indépendance, là, tu sais, des fois qu'il peut passer pour quelqu'un qui est, tu sais, de sauvage, là, tu sais, je pense que c'est cette droiture-là par rapport à son art, tu sais. Il n'est pas question de quoi que ce soit, de s'assouplir pour détourner sa direction, son appel. C'est comme une personnalité artistique inébranlable. Puis une confiance, une conscience de son talent, même si on est tous fragiles puis qu'on a tous nos hauts puis nos bas, mais intrinsèquement, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il vaut puis il est capable de le déployer sans compromis. Puis c'est bien beau. C'est aussi la rigueur, la discipline de cette routine. Parce que je pense que pour lui, c'est même pas un effort. C'est vraiment d'aller au studio tous les jours, d'avoir 2-3 projets en même temps. Une vie d'artiste qui est comme ponctuée c'est extrêmement comme une vocation, tu sais, Ouais. avec des choix de vie aussi qui viennent avec, tu sais, comme très, très concentrés autour de ça. C'est pas toujours facile de vivre comme ça, je pense. Non, non, c'est sauf clair. que ça donne des joyaux de création au service de la création. Et quand t'as quitté, à quel moment, mettons, t'as fait « Ah, OK, oui, j'ai bien fait de quitter à ce moment-là » parce que tu disais quand quitter la tournée pour accompagner, tu sais, c'est pas ton rêve premier, mais en même temps, t'es consciente que t'as accès à quelque chose de grand, mais de quitter pour un peu aussi ton indépendance à toi, puis tes souhaits à toi, ça vient évidemment avec un lot de peur de faire hey, « Je suis en train de faire la bonne affaire », mais à quel moment t'as senti que c'est comme « OK, oui, c'était ça, c'est correct, Ouais. là, tu sais. » Je pense que quand on prend des grandes décisions dans notre vie, même quand on a le vertige, quand on les move, c'est parce qu'on sent quelque part que, écoute, si j'avais vraiment pas ressenti quelque chose, j'aurais peut-être joué plus safe, là. Mais je pense que dès le moment, même si ça fait peur, même si je pense qu'en nous, il y a quelque chose qui nous dit c'est la bonne décision. Même si on ne sait pas, si au bout, il y a des Félix, puis il y a des, tu sais, machin. Puis, fait que j'ai l'impression que ce qui fait que cette décision-là, puis ce moment-là était si important, c'est que je sentais qu'il y avait le vertige, mais une fois que j'allais pas atterrir dans Garnotte. mais après, c'est sûr que quand j'ai un souvenir de show au Francophonie, là, un de mes premiers shows d'Aquanaut, là, ça aussi, c'est comme des films de nos vies, Ouais, là, tu ouais, le sais, là, ouais. t'es centres belles, des moments, tu sais, comme c'est vraiment imprégné. Puis c'est ça, j'avais l'impression que physiquement, c'était la démonstration du public qui se rapproche à 16 heures sur la scène extérieure des Franco. C'est qui, tu sais? Puis que plus ça avance, plus il se crée quelque chose, puis les gens s'approchent, puis là, c'est comme la rencontre du public, autant métaphoriquement que physiquement. Puis ces Franco-là de premier... Parce qu'avant, on sortait un album, avant, dans mon temps. Oui. Puis c'est vrai on que ça a partait pas changé. sa route tout de suite. Tu sais, là, c'est comme ton show, puis ben là, pas en ce moment, mais t'as d'affaire à être prêt. Puis, mais avant, il y avait comme un laps les gens découvrent l'album, puis souvent, la tournée partait un an après. Bref. 1 an? Ah ouais. Quand même. Ouais. Ben oui, à peu près, oui. Puis ça, ben là, j'étais aussi en train de me dire que c'était mieux que je roule plus longtemps avec Daniel pour me faire connaître dans son sillon. Ouais. Fait que c'était peut-être plus que la normale, mais
Mais oui, après ça, tu sais, la disque Révélation autour de cet album-là. Ouais. Le lendemain, être en tournage à Chicoutimi, puis acheter des suppositoires pour ma voix, puis me faire reconnaître. Là. Oui. Là, je pense que j'ai senti que c'était la bonne décision. C'est le genre de petits trucs du quotidien. C'est vrai que la tournée, ça amène son lot de moments ultra glam et vraiment pas glam. Tellement. Comme, c'est les deux extrêmes. Ouais, mais sont le fun et vraiment pas glam aussi. Moi, j'aime oui. bien ça. J'aime bien aller partout. Je me suis déjà demandé à une dame en Gaspésie, veux-tu être ma grand-mère? Parce que, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de grand-mère. Puis, tu sais, des rencontres là, dans des restos, la chance de connaître toutes les régions du Québec à travers la musique, puis c'est pas très glam, en fait, comme je pense. C'est pas glam, mais glam, c'est pas le mot, puis c'est parfait que ce soit pas glam, en fait, parce que il en demeure pas moins que te faire applaudir à tous les soirs, c'est fucked up, mettons, pour un être humain. C'est pas quelque chose de normal. Et je pense qu'au Québec, on finit par justement on parle de toi ou de Daniel Bélanger ou de Louis-José, puis c'est des gens qui, tu sais, techniquement, vous êtes comme... J'aime pas vraiment le mot vedette, mais mettons les artistes qu'on admire beaucoup, mais il y a quelque chose qui nous garde très groundés. Aussi, tu sais, mais il y a quelque chose de fascinant dans cette rencontre-là. Tu sais, moi, je pense à mon show à Chibougamau, j'y pense régulièrement. Tu sais, il annonçait moins 49, je pense, le matin où on est parti. Tu sais, mais dans la journée, je disais, là, t'apprends que les deux frères viennent de Chapet, puis que c'est pas loin, puis t'apprends des affaires, puis c'est comme, si je savais pas ça. C'est fucking sick, tu sais. Puis le monde vient au show. Tu sais, moi, c'était ma première tournée, les gens disaient, il y a un show. On y va. On y va. C'est bien. C'était bien. C'était très bien. C'est vrai. Tu sais, des commentaires de même le lendemain matin, tu sais, au resto de déjeuner. On y était. C'était bien. Mais c'est hot, là, tu sais. Nous autres, on faisait la tournée des Rossi, nous autres. OK. Fait qu'on arrêtait dans tous les Rossi qu'on croisait ou presque, là, tu sais. Pour aller serrer des mains. Pour acheter... non, mais avant d'aller au show dans l'après-midi, tu t'arrives... Un bon Rossi. T'as toujours besoin de quelque chose. Des trucs, des cotons wattés, en veux-tu, en veux. Des cotons wattés, t'es comme, Colin, je pense que quelqu'un l'a déjà porté, celle-là. Ben moi, toutes ces petites choses-là, j'adore ça. Là, puis c'est pas une affaire de l'expérience... culturel, weird. Moi, c'est profondément découvrir les coins, puis j'ai une tendresse pour les humains de partout, puis de mon Québec, puis j'ai toujours apprécié le fait de pouvoir voyager partout au Québec avec ma musique. Ce que je trouve cool, en plus, j'ai l'impression en musique encore plus qu'en humour, c'est que, tu sais, quand je pense à que tu fais pas d'argent, c'est ça qui est cool. Parce que je me l'ai pensé, ça a pas. On compare nos coups de plateau à go. Là. C'est terrible, c'est terrible. Vous êtes vos soundchecks. Y en a-tu des soundchecks? Il y en a, mais écoute, oui, c'est ça. À tantôt. Moi, je suis déjà arrivé à un show pendant que ma première partie jouait. T'as donné une idée. Ben, moi aussi, inquiète pas. mais cette fois-là, par exemple, c'est pas un des bons shows de la tournée. Mais j'ai l'impression que, évidemment, il y a le côté monétaire de la patente qui est crissement tough. Mais je trouve que, mettons, quand je pense à un festival comme le Festif de Baie-Saint-Paul, où ce que j'ai l'impression que la musique se prête à toutes sortes de contextes extraordinaires, qui est un peu moins le cas pour l'humour. On pense que ça peut être partout, puis oui, mais en même temps, c'est super tough, tu sais. Mais tout, mettons, le contexte, je sais pas si... Là, je cherche de l'anecdote, là, sors-toi pas mal que ça flash pas, tu sais, mais je peux m'imaginer qu'un premier Métropolis, c'est super important puis spécial dans une vie, puis en fait, chaque Métropolis l'est, tu sais. Mais après ça, j'imagine qu'il y a des shows un peu weird ou dans des contextes fucked up que tu sais... Ah oui. Ben, je veux dire... c'est sûr que là, mon esprit va dans les salles de fête, dans les Landes en France. Tu sais, justement, le bal municipal, style Club Optimiste, que tu te retrouves à jouer ton électropop, le cœur dans la tête, devant des personnes âgées qui comprennent rien de la canadienne. Tu sais, c'est rough. Tu manges du bon magret de canard, puis t'as jamais vu un craft aussi bon, là.
toujours ça, je me disais, je me consolais. Mais c'est sûr que j'ai fait de la brousse, tu sais, mais j'ai commencé vite dans des conditions magnifiques ici. Puis après ça, j'ai jamais eu peur de ça, de me dire en France, ben on me classifiait un petit peu plus indé ou spé, comme ils disent, moins dans la variété. Fait que j'avais un côté de moi qui aimait ça, faire plus des bars, tu sais, des petites boîtes, rock un petit peu plus. Puis, il y en a plus de ça aussi là-bas. Oui, vraiment. Puis la culture du spectacle, tu sais, quand tu disais, bon, il y a un spectacle, on y va, il y a quelque chose là-bas aussi que c'est très, très décloisonné. Là. Fait que c'est vrai que tu peux te retrouver à te demander si tu es correct, si tu es trop fort, parce que Mais... C'est ça. Il y a des contextes comme ça en Europe que j'ai trouvé aussi déstabilisants que des fois drôles, que des fois fucking décourageants quand tu viens de faire 350 km. Techniquement, c'est n'importe quoi, le transfo qui pète. Puis dans les trains de la SNCF avec ton gros Nord Stage, mais il n'y a pas de chariot. Puis. Ah! Mais c'est ça. C'est la. J'allais dire, c'est pas la destination, mais le chemin. Mais des fois, j'aimais mieux que ce serait... J'attendais la destination en tabarouette. Puis le chemin n'était pas facile. Mais c'est le fun aussi de dire, comme, je sais pas, je pense, là, le pandémie-wise, là, tu sais, de se retrouver, admettons, tout le monde en parle tout d'un coup, dans le pic de la première vague, puis d'aller chanter debout, rentrer dans Radio-Canada, tout seul, en poussant sur un chariot mon Nord Stage, un type de clavier, pas de case, dans un contexte où d'habitude, tout le monde en parle. L'entourage, le stylisme, toute la glam, justement. Et j'ai trouvé ça vraiment beau par rapport à la fonction finale de l'artiste. C'est comme une toune, un piano, une voix, puis des chœurs à qui s'adresser. Puis, tu sais, t'enlèves tout. Qu'est-ce qui reste? C'est pas glam, mais c'est ça que les gens ont envie ou besoin. Puis c'est ça que moi, je suis là pour partager. C'est clair. Je trouvais ça vraiment... aussi awkward que magnifique, finalement, de me retrouver là, tout seul, en direct, dans un moment de crise, puis de finalement faire juste ma toune, tu sais. Le pire, c'est que je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est, tu sais, quand tu dis awkward mais magnifique, là, on dirait le résumé. Oui, de ce qu'on vient de dire pendant 20 minutes. Tu sais, mais c'est vrai. Puis j'ai l'impression, moi, je sais que je suis comme vraiment difficile à mettre mal à l'aise parce que je me suis déjà planté devant des inconnus à Rimouski, d'une salle de réception par rapport, puis à être tout seul dans mon char après, à avoir le cœur gros, pour faire pourquoi je fais ça. Ouais. Puis finalement, à un moment donné, ben, tu te ramasses à X, telle salle, puis faire ah oui, c'est pour ça j'ai fait ça. Fait qu'il y a quelque chose de awkward mais magnifique, puis d'avoir ce sentiment-là par rapport à quelque chose qui, justement, c'est vrai que Radio-Canada, ces temps-ci, quand tu y vas, c'est comme ah mon Dieu, tu le sens, là, qu'il y a quelque chose, c'est pas. Zone de guerre, oui, un peu, oui, vraiment. Mais en effet, tu sais. Juste avant que tu rentres dans le studio, quelqu'un qui te dit « Hey, ta dernière toune est extraordinaire. » Que je viens de sortir un monsieur du building, tu sais. Tu sais, la toune Espoir, c'est quand même fort aussi dans le contexte de, justement, moi, je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus de la musique, tu sais, c'est que, tu sais, moi, sans le savoir, tu m'as accompagné dans des moments de ma vie, mais à un niveau, là, tu sais, super puissant, tu sais, gueuler tout seul dans mon char Miami, là, te dire à quel point ça me fait du bien, là. Tu sais, fait que c'est ça que j'aime de la musique, puis j'imagine que ça se sent, parce que pour être allé voir beaucoup de shows de musique comme spectateur, quand tu arrives dans la salle d'un artiste que tu as écouté énormément, c'est sûr que tu sens ça sur scène, cette espèce de proximité-là, inconsciente ou consciente avec ta crowd. Oui, puis des fois que tu builds aussi, que toi aussi dans tes shows, là, tu sais, cette espèce d'histoire-là que tu arrives, tu sais pas ce qui va se passer, puis il y a quelque chose qui se crée, là, tu sais, il y a un lien qui se crée avec une masse de personnes, mais dans le fond, c'est plein d'individus, là. Cette vibe-là de sentir une salle, comment ça va se passer, où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller, à quel point on peut s'abandonner pour connecter vraiment. C'est même pas musical, là, c'est vraiment humain, c'est vraiment une affaire magique aussi, puis la musique permet ça. Puis quand tu disais awkward et magnifique, c'est que comme passionné qu'on est, il faut se rendre comme disponible à tout. Tu sais, c'est un peu, on est un peu des warriors, puis t'enlèves tes défenses, puis si tu veux avancer, puis si tu veux progresser, puis évoluer, il faut que tu fonces, tu sais. Puis des fois, oui, ça finit que t'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais ça fait partie du processus. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on peut aller de plus en plus loin puis grandir dans notre passion. Oui, absolument. Puis je pense que ce qui fait aussi qu'une artiste comme toi continue
d'attirer les foules, puis les oreilles, puis les cœurs du monde, c'est que tu continues de te mettre dans des situations awkward mais magnifiques. Tu sais, parce que C'est sûr que c'est le titre du podcast. C'est Awkward sûr. mais magnifique. Je vois le logo, là, un peu, tu sais, super héroïne, avec 3 enfants autour, puis une cape en piano. Je veux voir ça avant 5 heures à soir, Jay. Mais c'est vrai, tu sais, je trouve que se remettre en danger, rendu à un niveau, disons, confortable dans une carrière, c'est ce qui fait aussi que ça continue. Tu continues de repousser tes propres limites, tu continues de creuser en toi, puis d'aller trouver comme de la nouvelle matière. Tu sais. Je sais aussi que dans l'idée de creuser en soi, moi, mon métier m'aide beaucoup à me connaître, curieusement. On dirait que le fait d'avoir beaucoup d'yeux sur moi, sur mes actions, sur mes paroles, te faire challenger inconsciemment sur tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, à un moment donné, ça fait en sorte que c'est comme, hey, attends, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux dire réellement? Tu sais, comme, est-ce que tu as senti ça, toi, avec le temps, l'espèce de connaissance de soi, d'acceptation de soi, de faire, OK, attends, tu sais, oui, je peux... tu sais, c'est ça, c'est challengeant à numéro D, mettons, quand tu fais attends, tu sais, je suis un humoriste à la base, est-ce que comment ça va être perçu? Finalement, ça a été la meilleure affaire pour faire comme non, je stand mon ground, puis c'est ça que je suis. Je me développe à travers ça. Puis, exact. Oui, mais c'est beaucoup la vie. Tu sais, ma blonde est psychologue. On a passé à travers, tu sais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On dirait que je donnerais plus le crédit à la vraie vie pour ça, tu sais, au développement de cette relation-là, au challenge face à un engagement de long terme, au défi de la maternité, de la procréation assistée. C'est du stock qui se revire après dans mes chansons, mais c'est ça. Oui, le métier m'a transformée, mais c'est aussi ma vie qui a transformé mon métier. C'est vraiment cette danse-là entre les deux. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise publiquement, puis par rapport à tout ce que je suis, tu sais, oui, il y a eu un balancier, admettons, au moment où j'ai fait plus un coming out, ou que j'ai été plus sync entre ce que je vivais personnellement, même si je me cachais à personne, mais et avec mon image publique, là, il y a eu quand même un bon let go. Ah ouais, hein? Ouais. Tu sentais ce besoin-là de le dire. Ouais, je sentais que le temps était venu de plus faire un peu comme à mes demi-mots, là, tu sais, je veux dire, c'est venu à travers une entrevue avec Guy Lepage autour de la sortie de mon album Ma, dans lequel Flo était... Je l'avais fait pas mal tout seul, cet album-là. Mais Flo était vraiment près de moi dans la... Tu sais, comme... DA, écoute, retour, tu sais, c'était vraiment un petit comité, là. Fait que là, Guillaume m'avait demandé, y a-tu quelqu'un d'important particulièrement? C'était comme écrit. C'est là que tu vas faire ton coming out, là! On avait discuté là, que ça irait là, mais bref, c'est là que j'ai parlé de Florence, mais j'ai pas dit, je voulais vous dire, Québec, je suis homosexuelle. C'est venu que, là, j'ai nommé ma femme et notre histoire d'amour et tout ça. Fait que oui, après, j'ai pu réaliser à quel point, avant, j'étais toujours dans l'expectative, est-ce que ça va être abordé, de me sentir plus angoissée en entrevue, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que la vie, on évolue comme personne, ça intervient dans nos créations, puis les expériences galvanisantes qu'on vit dans nos créations, mettons, de plus en plus se laisser aller dans la capacité d'être vrai, puis soi, sans masquer dans l'écriture et tout ça, c'est quelque chose que là, j'ai l'impression que je fais beaucoup mieux qu'avant, tu sais. C'est de rien retenir. Oui, il y a des choses qu'on a le droit de garder pour soi, mais de ne pas avoir peur d'aller au bout de l'inconfort, de quand tu crées, puis là, tu commences à sentir que tu touches à quelque chose que tu n'es peut-être pas prêt à livrer, mais d'y aller, puis tout ça, mais ça, c'est vraiment l'accumulation et de la musique et de la vie comme femme qui... C'est vraiment aussi l'accumulation de différentes expériences, justement, de vérité. Et de sentir que, justement... Ça résonne plus. Ou... C'est ça, ça fonctionne. Sans dire que là, c'est fake. Comment je vais dire la vraie affaire, parce que quand je fais la vraie affaire, ça marche, mais au contraire, inconsciemment, de faire... le public, le cœur du public, il ment pas. Exact. Ouais. Exact. Il te donne ce reflet-là, puis je suis sûre que tu le sens quand tu délivres la joke qui... Des fois, je sais pas, qui est la plus osée ou que la subtilité de tout ce que tu pensais, ça va-tu être perçu, ça va-tu pas être perçu? Souvent, ça l'est, là, tu sais, il faut tellement faire confiance à l'intelligence du public puis à la sensibilité du public. Les gens ressentent tout, là. Absolument. Absolument. Puis c'est d'être dans le moment, tu sais. C'est un moment humain, un spectacle, puis je pense qu'il y a encore plus ces temps-ci que
qu'à l'époque, moi, j'arrête pas de... Plusieurs fois dans cette année, j'ai texté Charles Pellerin, ma première partie, puis Alex, mon directeur de tournée, disait « On est tellement chanceux d'avoir vécu ça. » J'en reviens pas, tu sais. Ça a comme pris une espèce d'ampleur dans ma vie. Cette première tournée-là, qui était déjà tellement spéciale, on dirait que c'est comme à un autre niveau, tu sais. Quand on te l'enlève tout de suite après, l'idée, là, tu sais, je veux dire, avec la pandémie, tu veux dire que... Ben, moi, j'ai eu la chance de terminer ma tournée avant que tout ça éclate. Fait que... Mais tu sais, j'ai beaucoup, et je pense encore beaucoup à tous mes collègues, mes amis qui ont eu des tournées interrompues. Juste à l'idée que là, mettons, t'es en tournée, tu pourrais pas. Là. C'est juste ça, le savoir qu'est-ce que t'as eu, puis qu'est-ce que ça vaut, moi aussi, mon travail, là, tu sais. Puis tu sais, on parlait de toujours se réinventer ou de créer. T'sais, moi, j'ai encore l'impression... que c'est pas gagné, là. Non! Tu sais, c'est pas gagné, là. Je peux sortir une marde, puis je veux dire, il y a rien qui dit que pour toujours, les gens vont apprécier ce que je fais, puis que je vais avoir ma place au soleil, puis que c'est intouchable. Fait que ça pousse à se dépasser. Tu sais, si tu commences à t'asseoir sur tes lauriers de personnes qui ont du succès populaire, c'est là que tu peux débarquer, là, je pense. C'est clair. Je voudrais qu'on revienne sur le moment où, justement, tu as parlé de ta copine et tout ça. Le stress là-dedans, c'était que le public ait une perception différente de toi? Oui, c'était d'être la lesbienne de service, que les gens pensent à ça. Quand tu c'était tout un souci déjà, moi, dans ma vie, de mettre ma vie personnelle trop en avant par rapport à mon art. C'était déjà un enjeu, là, je veux dire. Même si, là, je suis avec Florence, les gens le savent. On s'expose pas tant ensemble. Elle aussi, c'est une clinicienne. Fait qu'elle a des patients. Elle a un devoir de réserve de sa vie aussi, d'exposer sa vie personnelle. Puis c'est ça qu'il faut respecter. Puis, mais bref, oui, j'avais un peu la crainte d'être stigmatisée, comme d'associer mon orientation sexuelle et de faire une espèce d'amalgame avec ma musique. Puis, mais ça, c'était de la crainte parce que pourquoi pas? Aujourd'hui, je veux dire... Peux-tu parler de l'homoparentalité? Appelez-moi. Je veux vraiment qu'on normalise ça. Je veux que mes enfants sachent que c'est all good, il n'y a aucun souci. Je veux que toutes les familles sachent qu'on n'est pas différentes des autres familles puis qu'il n'y en a pas, là. C'est une question de connaissance, d'éducation, d'avoir quelqu'un qu'on connaît qui peut nous témoigner à quel point il n'y a pas de quoi capoter sur cette réalité-là qui est un peu différente. Mais bref, à l'époque, oui, ce grand saut-là c'était ça, c'était la crainte d'être stigmatisé comme si ça allait juste trop se coller à mon art. Mais c'est vrai que, puis il faut dire aussi qu'au Québec, c'est un endroit qui me semble unique au monde, là, tu sais, qui fait que naturellement, ben on est proche de... on est très proche, oui, exact. Fait que la curiosité de la vie privée, c'est un peu comme si tout le monde était un peu notre voisin. Enfin, y a-tu quelqu'un avec lui? C'est qui son chum? C'est ça, tu sais... qui fait que des fois, on a comme envie d'encore plus protéger cette vie privée-là, alors que des fois, moi, je me suis beaucoup posé des fois la question, est-ce que éviter d'en parler, ça nourrit la bête encore plus? Mais là où je veux en venir avec ma question, c'est que est-ce que finalement, mettons, le côté, je vais dire, politique là, ou engagé de ta vie personnelle, c'est quelque chose qui... je sais pas, tu sais, parce que c'est un peu... C'est malgré toi, je veux dire, t'es comme ça, fait que t'as pas fait ce choix-là. Et là, de par ton métier qui est public, ben naturellement, les gens, justement, vont pouvoir te poser des questions sur l'homoparentalité. Puis, et c'est pas un choix que t'as fait. Non, mais on est dans une époque, je te dirais, Jay, où chanter des chansons purement, là, pour faire des spectacles, là, pour moi, c'est plus assez pour me nourrir comme femme, comme citoyenne. On dirait que toute la part plus engagée, je ne sais jamais comment dire, en tout cas, qui ouvre au-delà de la musique depuis quelques années, pour moi, c'était nécessaire aussi. Donc, on est bombardé d'éléments sociopolitiques qu'on doit améliorer, de prise de conscience, de meilleure inclusion, de meilleure diversité. Puis là, c'est drôle, au début de ma carrière, là, la diversité corporelle, après quelques années, j'ai moins fité, admettons, dans le moule de la perfection physique de la chanteuse mince, féminine qu'on attend. Puis là, whoop,
l'homosexualité aussi, ça, c'était tout caché. Puis là, on dirait qu'aujourd'hui, toutes ces affaires-là, c'est comme ça à table où il faut en parler, puis il faut sensibiliser les gens. Puis là, j'ai l'impression que ça a toujours été moi, c'est naturel. Fait qu'il y a comme un momentum où, pour moi, aujourd'hui, je me considère pas comme une activiste, mais je veux dire, je trouve vraiment beaucoup de sens si je peux prendre la parole sur certains enjeux qui sont importants pour moi, de greffer ça à ma carrière d'artiste. C'est là que je suis rendue, puis c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que c'est pas un poids. Puis, est-ce que pour toi, ça fait partie aussi inconsciemment ou consciemment de la responsabilité qu'on va donner des fois à la personne qui a un micro? Bien, je fais attention à ça parce que c'est personnel à chacun. C'est ça. L'important, c'est la liberté artistique, c'est la liberté de création, c'est de s'écouter soi où on est dans notre vie. Je trouve qu'on demande beaucoup aux personnalités publiques de tout savoir, de se prononcer sur tout. C'est pas obligatoire. Puis je vais pas juger un artiste parce qu'il s'engage moins, il prend moins le micro. C'est une question vraiment personnel. Fait que non, je pense pas que l'artiste a plus un devoir. Je pense que d'utiliser sa notoriété pour faire shiner des enjeux qui... C'est quand même... C'est bien. C'est une façon de recevoir aussi. Quand tu donnes, c'est sûr que il s'agit de l'essayer un peu, là, puis pas besoin d'être une vedette pour ça, là. Ça te revient au centuple, tu sais. Mais de donner, d'accorder plus d'importance à un artiste ou une artiste qui s'engage, non. C'est vraiment... s'écouter, conserver sa liberté. Puis des fois, on fait des choses dans l'ombre. Là. Il y a plein d'artistes qui s'engagent sans que ça passe par les médias puis tout. Puis c'est correct en masse. Là. Fait que, ouais, c'est pas un concours. Là. Non. Surtout dans notre époque, là, d'être donc généreux. Puis faut que ça reste. À chaque fois qu'on me demande pour quelque chose, il faut vraiment que ça vienne me chercher pour que ça devienne une espèce de caricature de moi-même. J'espère ne pas devenir ça. Non, puis ça, moi, je pense que c'est une des affaires que très, très tôt dans ma très jeune carrière, c'est quelque chose... Ouais. Ah oui, toi, tu grandis là-dedans, là. Oui, puis le fait de devenir une caricature de soi-même, c'est une des affaires qui m'habite le plus. Puis c'est pour ça que je suis très proche de mes proches, justement, ma famille, mes meilleurs amis, de faire... Hey, c'est pas votre responsabilité, mais je vous fais confiance à savoir que si à un moment donné, je fais plus les affaires parce que ça me tente de les faire, mais je les fais parce que je sens que c'est quand je fais ça, on m'aime. Ouais, c'est ça. Puis que, ça, j'ai plus d'amour. Mais toi, tu travailles avec ta sœur comme moi, je travaille avec ma sœur. Exact, comme gérante. Toi, est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Au début, j'étais avec Audiogramme, donc Michel Bélanger, qui est le frère de Daniel, qui était, dont c'est la boîte, la maison de disques, a commencé par me prendre sous son aile, puis il y avait un Mathieu Hood, qui était... je dis ça comme si tout le monde m'écoutait, là. Qu'on salue. Mais Mathieu, qui a été un peu gérant comme ça, qui écrit des tunes aussi. Super, super guy. Je m'ennuie de toi, Matt! On fait la gérance au début, puis après ça, je me rappelle, après mon premier à disque, là, où j'avais gagné pas mal, ma sœur était dans un voyage initiatique, elle était, je pense, en Inde. Là, j'avais dit « Rentre, Stéphanie, j'ai besoin de toi! » Ça a commencé comme ça, dans la foulée du succès du premier album. T'avais besoin de quelqu'un Ouais, j'avais besoin d'une distance, tu sais, comme si c'est ta boîte de disques qui fait aussi ta gérance. À un moment donné, il y a peut-être un petit peu moins d'objectivité là, dans les choix, là, puis d'avoir comme une équipe un peu... Puis ma grande sœur, elle, je veux dire, on était ados, puis je jouais du piano dans ma chambre, Tori Amos, puis elle faisait entrer ses amis. Tu sais. Et puis, mes premières gigs, Brune, de checker des contrats, était là. C'est une avocate à la base. Fait que ça s'est installé assez... Naturellement. Naturellement. Parce qu'avant qu'elle m'entende chanter, j'étais une petite graine pour elle, là. C'est vraiment... On dirait que j'ai commencé à exister quand elle m'a entendu chanter. Et est-ce qu'elle a accepté... Elle a 7 ans de plus que moi. J'étais la petite sœur gossante, là. Oui. Est-ce qu'elle a accepté... dès que tu lui as demandé, est-ce qu'elle a accepté? Oui, je pense qu'elle est revenue, puis elle avait fait déjà un stage dans un cabinet d'avocat, puis c'est comme... Elle sentait déjà que pur et dur, avocat, comme bien des avocats, genre, ça convenait pas à son envie des relations humaines, puis c'est une tripeuse, tu sais. Fait que là, on dirait que ça marchait bien. Fait que ça fait... au moins une douzaine d'années, là. Le temps passe vite. Fait que, on travaille ensemble. Au début, on s'est ajusté, tu sais, la relation de sœur, la relation de travail. Puis là, on est sur les rails. Puis c'est vraiment comme une extension de moi, là. On développe beaucoup. Tu sais, moi, je suis très, très impliquée dans les idées, Fait que... c'est vraiment comme Laurie et moi. C'est la même ça. affaire. La même affaire. Moi, je me souviens, j'avais Fanny, qui était mon ancienne gérante, que j'aime d'amour, puis qui a été la première personne qui a vu quelque chose en moi, autre que mes proches.
qui a fait je pense que t'es drôle, tu sais. C'est la première personne qui m'a fait confiance, tu sais. Fanny, que je connais, là. Fanny Bissonnette. C'est ça. Exact. Ouais. Qui est extraordinaire, qui Vraiment. travaille plus en musique aujourd'hui, d'ailleurs, tu sais. Qui a été tellement bonne pour moi, puis qui, curieusement, était un peu une figure de grande sœur à mon égard. Puis, et je pense juste que, sans le savoir, j'ai toujours eu cette espèce de... je dirais pas crainte, mais une espèce d'inconfort à un moment donné de faire... Tu sais, moi, mes parents travaillent ensemble, ils ont eu des entreprises familiales. T'as eu ça comme modèle. J'ai toujours eu ça, fait qu'il y a comme quelque chose de... Et c'était... Puis moi et Fanny, on a eu cette rencontre-là, tu sais, quand j'ai annoncé que je lâchais la boîte, tu sais, qui était heartbreaking, tu sais, c'était vraiment crève-cœur. Puis sa première question, c'était « Pour qui tu t'en vas? » Puis quand j'ai dit que j'allais travailler avec Laurie, elle a fait « Ah! » Mais ça fait tellement de sens. Puis Puis elle, c'est une fille de famille aussi. Là. Exact, c'est ça. Très proche de sa famille. Exact. Son père, c'est lui qui est venu me voir en show au début. C'est-tu vrai? Elle m'a vu en show petite avec son père. Oui. Fait que, Mais ses parents sont extraordinaires. Puis Fanny l'est tout autant. Son frère, même affaire. C'est une famille qui est tellement généreuse et brillante qui a fait en sorte que elle, sa réponse à ça a été « Hey, écoute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous vous gênez pas. » Puis moi, je me souviens, j'étais en souper de famille. Quand j'ai annoncé... Laurie est enceinte de sa deuxième, fait que de Mila. Et fait que là, il y avait une famille en route pour eux autres. Son mari travaille avec Laurie aussi. En tout cas, nous autres, on travaille tous ensemble, tu sais. Fait que je voulais que tout le monde soit là. On dirait quand j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Fanny. Puis là, OK, mais tout le monde aimait Fanny. Fait que sûrement, OK, mais t'es-tu sûr? Tu sais, nanana. Puis Laurie, c'est quoi son background? Laurie, elle a étudié en communication. OK. Mais Laurie, ça a toujours été ma deuxième mère. Très, 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 très organisée. Parfait pour une gérante. Incroyable. Moi, c'était ça. Moi, rapidement, j'ai catché que les idées, je les avais. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de structure. Puis quelqu'un qui fait mon horaire, répond à mes courriels. Puis qui matérialise. Tu sais, quand t'as des idées, à un moment donné, ça prend un système. Exactement. Pour te donner une idée, Laurie, quand je vais toujours me souvenir de ça, puis ça m'a marqué, puis j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'aurais pu faire ça va être elle ma gérante. On est allé à un moment donné en famille. Écoute, je suis au cégep, là, peut-être là, un peu plus jeune. On est allé à New York 6 jours. Personne va à New York 6 jours. Ouais, tu y vas un week-end. C'était long, tu sais. Et Laurie nous a fait un horaire détaillé et des 6 journées. Avec l'horaire, elle nous l'a offert en main propre et il y avait un annexe. Ça m'a marqué. J'ai jamais fait d'annexe de ma vie, même pas pour un travail d'école. Elle faisait ça à temps perdu. Et c'est un annexe pour, OK, bien là, si on va de tel musée à tel resto, en annexe, on voit si on veut y aller en taxi, si on veut y aller par métro ou si on y va à pied, ce qui est le plus optimal. Tabarouette. Mais, et ça m'a tellement fait rire, mais Laurie est comme ça, tu sais. Puis elle me ressemble vraiment beaucoup. Elle est plus drôle que moi. Écoute, elle me ressemble, on est pareil, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça a fait tellement du sens. Puis on dirait qu'à la seconde où on a commencé à travailler ensemble, il y a comme un calme qui s'est installé en moi. Puis ça fait, OK. Ça a changé votre relation de sœur? Mettons, dans la vie privée, voyez-vous autant? Bien, à un moment donné aussi, ce qui est, c'est que moi, j'ai commencé à travailler avec elle fin 2015, début 2016. Okay. Fait que, tu sais, là, ça va faire 5 ans. Ça, c'est pas. Fait que ça a été vite. Ouais. Aussi, où on s'est mis à l'attendre, là, on se voit beaucoup. On se voit beaucoup, une grosse tournée, tu sais, des gros contrats et tout ça. Fait que là, c'était comme, attends, là, rapidement, c'est comme, il y avait des échelons qui montaient, ou du moins... C'est un momentum important. Au moment où tu as breaké plus gros, c'est était ça, là. Ouais. Exact. Et je pense que dans la foulée de tout ça, c'est devenu important. Je pense qu'on est vraiment une bonne équipe parce que moi, je peux être plus intense. Laurie, c'est le genre de personne qui va je suis choqué, puis personne y croit, tu sais. Mais c'est la meilleure personne pour justement. C'est ma sœur, tu sais ce que c'est. C'est qu'à un moment donné, elle, c'est pas pour l'argent ou le fame. Il y a quelque chose de comme, hey, est-ce que toi tu vas bien, est-ce que toi t'aimes ça, est-ce que toi t'es heureux, heureuse. C'est ça. Sentir qu'elle est fan sans être groupie, là, mais tu sais, moi je sens que ma sœur, elle croit vraiment en ma musique, tu sais, de sentir qu'elle aime. Qui défendent vraiment le centre, la sève, l'essence. Là. Ben oui, absolument. Ouais. Fait que ça a été ça, puis je pense qu'elle a tellement bon caractère que c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien. Puis c'est comme extraordinaire aussi après ça de partager ça avec la famille, tu sais. De vivre des gros moments pour faire comment c'est
c'est ma sœur qui est avec moi. Ouais. Tu sais. Après ça, là-dedans, je ne sais pas si vous autres, vous avez dû, à un moment donné, tracer une ligne, faire OK, il faut avoir nos moments où on redevient que des sœurs. Oui, ben on s'est dit ça comme à la base. Faut que si on sent que ça altère notre sisterhood, là, tu sais, notre sororité, le lien vraiment, on va remettre en question. Mais moi, je trouve que ça crée comme une troisième dimension. Tu sais, t'as la sœur, t'as le travail, puis là, il y a comme le mélange de ces deux affaires-là qui a été comme une nouvelle dimension de lien avec elle, qui est vraiment positive, puis qui fait en sorte que, je sais pas, c'est sûr je pense que ça fait qu'on se voit moins dans la vie de tous les jours, là, avec nos familles, puis parce qu'on se voit tellement, on parle tout le temps ensemble. On a créé cette petite dynamique-là. Puis il y a eu des moments, au début, j'étais insécure. J'étais comme, tous nos amis vont se mélanger. Là, j'étais plus insécure. Je voulais pas qu'elle soit amie avec mes amis, puis je voulais pas qu'elle soit trop proche d'affaires de sœurs et de jeunes adultes un peu plus insécures, qui avaient besoin d'avoir certaines frontières et qui se sentaient plus menacés. C'est fou comment, avec le temps, ces choses-là, de toute façon... S'évaporent. T'espères, là, parce que faut let go, là. T'espères que ça s'en aille, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que ça s'est bonifié avec le temps. C'est hot. Ouais, mais tu sais, c'est sûr, c'est ta sœur. Quand t'as des insatisfactions, des fois, je me dis, si c'était un autre gérant, j'y parlerais peut-être autrement, ou je sais pas. Ce qui est une bonne affaire, par contre, aussi, tu sais, ça fait... moi, je suis pas très bon. Je pense que nos métiers aussi sont... Mettons, mon meilleur ami, moi, est avocat. Mm-hmm. Et quelque chose que j'admire beaucoup chez lui, c'est que il est très, 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 très bon pour avoir des conversations très difficiles. Ouais. Et franche, exact. Mais qui fait en sorte que, justement, on dirait que de par son métier, lui, il dit que c'est une déformation professionnelle. Moi, je trouve que c'est une qualité. Parce qu'il est très bon pour dire quelque chose que tu n'as pas nécessairement envie d'entendre, mais il va te le dire de manière somme toute douce, qui fait que tu le reçois. Ouais. Alors que nous, notre métier, c'est complètement l'inverse. C'est de faire, hey, nous, on est des professionnels d'avoir des conversations plaisantes. Tu sais? C'est facile d'aller masquer pour faire beau, pas heurter, puis... Ben, on n'est pas habitué. Moi, je sais que, tu sais... le conflit, on n'aime pas ça par rapport à ta sœur. Exact. Mais après ça, ça fait en sorte que... On peut pas être dans la complaisance non plus, là. Non. Ouais. Mais le fait que c'est ma sœur fait en sorte que c'est plus doux, naturellement. Ouais. Parce que c'est trop important, tu sais. Mais en même temps, ma sœur, elle me laisse être bitch des fois parce qu'elle sait que je suis stressée. Puis elle est capable de pas le prendre personnel. Puis des fois, je parle, puis je deviens rough. Ça me rassure de t'entendre dire ça parce que moi, ces journées-là, j'ai 2 téléphones à l'oreille. J'ai le premier où je dis comment je me sens. Ouais. Puis j'ai le deuxième où je fais, je pense que j'ai été peut-être sec, mais tu sais que c'était pas envers toi, tu sais que je suis nerveux, puis je veux travailler avec nos sœurs, c'est toujours le deuxième. Il y a toujours un téléphone de plus. C'est peut-être le seul désavantage, le bill de téléphone. Et elle nous accueille dans ce qu'on est, c'est bien. Ah oui, moi, je l'admire beaucoup. Je suis tellement reconnaissant de ça. Mais là, ça va faire 20 ans que tu pratiques ce métier. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui fête tes anniversaires, les chiffres, c'est important? Est-ce que... Mon 40 ans, je l'ai très bien fêté. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Ça, c'était vraiment le fun. Cette année? J'ai eu 41, mais c'était justement avant la pandémie. Là. Un gros, beau party à mon chalet. Un des plus beaux moments de ma vie. Yes! Est-ce que c'est hot? Ah oui, 40. Là, puis c'est dans une passe. OK, j'ai mes 3 enfants. Là, tout le monde est parti. Peux-tu faire du moche tranquille au chalet? Tout le monde puis faire danser autour du feu en faisant le petit train, là. Ouais! Ah ouais! Ah, c'est malade. Ça a vraiment fait du bien. Mais sinon, tu sais, de faire un album anniversaire de carrière, non. Mais le symbole s'inscrit comme ce prochain album-là que je vais sortir. Pour moi, il est relié à ce 20 ans-là, à cette espèce de grande proximité mise à nu avec le public, l'idée de dire, regarde, je reviens avec quelque chose d'hyper vulnérable, puis il y a un sens pour moi sur cette route-là avec les 20 ans, mais je vais pas faire un album anniversaire. Non. Mais c'est quand même... C'est un parcours. Il faut être conscient d'où on vient, puis qu'est-ce que ça signifie. C'est la moitié de ta vie, là? Ouais, j'ai commencé tôt. Ouais, puis je suis pas tannée. Je suis pas blasée. J'aime encore la tournée, j'aime encore le studio, j'aime
j'allais dire promo, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, mais Non. l'aspect de discuter, puis même la promo, c'est pas une souffrance pour moi là, d'aller parler de ce que je fais ou de, fait que je pense que j'ai pogné le bon. Je suis allée voir l'orienteur là, au secondaire, là, puis j'hésitais entre ATM là, à Jonquière en média. Là. Je pense que j'ai fait le bon choix d'aller au clubeur de Pinot à Saint-Laurent. Est-ce que, c'est peut-être cliché comme question, mais y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais fait encore dans ta carrière que t'es comme, ça, je sais comment je vais faire. C'est là que tu me parlais d'un projet possiblement de film autour d'un album qui est quand même une nouvelle patente. Je sais que tu as fait de la musique pour des séries télé, tu sais, mais tous ces aspects-là de nouveauté, tu sais. L'aspect international, tu sais, j'ai eu des bonnes curves en France et tout ça, mais je me suis pas installée dans quelque chose. Puis en même temps, je me suis pas battue à tout prix. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir la famille, c'était pas non plus crève-cœur de renoncer au développement en France. Tu sais. C'était comme naturel. Mais c'est quelque chose, ça, que j'aspire encore à peut-être continuer à développer en France, puis éventuellement trouver ma place d'une manière un petit peu plus stable et tout ça. Fait que ça, c'est une petite bataille pas gagnée pour moi. Puis Est-ce que... c'est encore quelque chose qui me tient à cœur, là, tu sais, d'essayer de... Ce qui me semble aussi... des fois, je sais qu'en humour, les humoristes qui veulent traverser en Europe, il y a toujours une espèce de question de OK, il faut un peu ajuster le matériel sans prendre un accent, mais faire des expressions. Faut comme vérifier le matériel. Je pense que ça dépend des humoristes. Là. Un Mike Ward qui va en France, il s'en crisse. Et puis... Ben oui, mais ton storytelling est dans les mœurs sociales. Ça, fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent mieux passer ou moins bien passer, je pense que, ouais. Vous autres, c'est la toune reste pareille. Ouais, mais le mix, la voix, elle pourrait être plus en avant, là, puis refaire la pochette, puis... mais moi, c'est fini, ça. Ouais, c'est là, ça. C'est fini, mais au début, c'est sûr, il y avait l'argument habiter, il faut que tu habites ici, tu sais, des mix, créer des... C'est ça, créer des duos, c'est toujours le fun, des featuring, puis mais des fois, il y a beaucoup... J'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. C'est drôle en parlant de la France puis du vin. J'en ai pas mis beaucoup d'eau là-bas quand je faisais des tournées, mais quand c'était le temps de faire des choix, souvent, je me suis adaptée beaucoup. Puis là, on dirait que c'est comme je loue. C'est plus le même non plus. Tu sais, je veux dire, avec la capacité d'être partout en même temps, avec le web et tout, je pense que c'est moins quelque chose qui est central puis que je ferais plus nécessairement, là, tu sais. Mais je l'ai fait, là, ouais. Mais après ça, tu t'es comme acheté cette liberté-là aussi, j'imagine. Oui, c'est une posture, là, à un moment donné, tu mets tes limites. Exact. C'est important. Puis ça vient juste avec l'expérience, ça. C'est hot. C'est sûr que c'est cool aller tourner en France. Là. Moi, dans ma vie, j'ai juste passé 3 jours à Paris. Ouais. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des humoristes français ici à Montréal, à Juste pour rire. Fait que j'étais allé voir leur show là-bas, puis tout ça, puis il y a quelque chose de super... Il y a du monde, il y a de la place, il y a des salles. C'est un autre level dans ton gaming, là, tu sais, t'arrives dans... Puis c'est inspirant, tu sais, la vie, le trip. Ben, la ville de Paris, des fois, au début, on est défensif, mais... parce que c'est vraiment concentré. Ben oui. Mais à un moment donné, tu prends un goût et c'est bien le fun. C'est hot, ça. Ouais. Ça serait cool. Toi, c'est quoi tes objectifs? Je sais. Moi, mettons, à court terme, pour vrai, j'ai hâte d'écrire mon prochain spectacle. Ouais, ça va être rendu là. C'est ça. Fait que là, à court terme, c'est ça. Pour vrai, plus loin, je sais plus. La pandémie a changé des affaires. Moi, je souhaitais un jour peut-être avoir un comedy club ou une salle de spectacle. Là, ça, c'est sur la glace en tabarnouche. Mais oui, ton deuxième show, j'imagine qu'éventuellement, les choses vont se poser, puis le temps de l'écrire. Je sais pas si vous autres, c'est la même chose, mais le premier show, moi, j'ai l'impression que sans le savoir, j'ai commencé à l'écrire à partir de mon premier show à vie. Premier album, même affaire. C'est ça, hein? Ben oui, vraiment. Puis le deuxième, je sais pas si c'est le même en humour, mais c'est tough. Le mur du deuxième, surtout quand tu as du succès vite sur le premier, c'est le fameux syndrome du deuxième album, là. C'est vraiment dur. Parce que tu t'es fait parachuter là-dedans. Tu sais même pas... Il n'y a pas de formule magique, là. Ça se passe. Ouais. Tu sais pas comment reproduire ça. Tu veux rester vrai. La pression de si ça marche pas, je vais tomber de haut. Tu es là me parler avant d'écrire ton deuxième. Oui. Mais tu vois, le pire, c'est que j'ai la chance, justement, la pandémie m'a donné du temps. Ouais.
Évidemment, je me réjouirais bien plus si on n'avait pas cette pandémie, il faut bien me comprendre, mais il y a cette espèce de calme-là qui s'est installé en moi de comme, il n'y a pas de presse, je vais le sortir quand il sera prêt. Ben oui, puis tu fais ça, ton podcast, c'est le fun, c'est un beau trip humain, puis j'apprends tellement ici, c'est ça qui est surprenant. Pour moi, c'est une chance de te rencontrer puis de pouvoir jaser avec toi, parce que après ça, ben je pars, puis ça m'habite, puis je me rappelle de plein d'affaires, rencontrer des Daniel Bélanger, des Benoît Brière, name it, là, fait que c'est... Ben oui, maison. Ça aussi, c'est peut-être cliché, là, mais je trouve ça quand même intéressant, tu sais. Mais les artistes, mettons, que tu admires ou du moins qui t'inspirent. Tu sais, récemment, on m'a posé la question, tu sais, si je pouvais choisir 3 personnes mortes ou vivantes avec lesquelles souper, ce serait qui, tu sais? Évidemment, il y a 22 000 possibilités qui sont présentées dans ma tête, tu sais, mais après ça, il y a comme quelque chose de... Ah, attends, tu sais, moi, il y a des artistes qui m'inspirent où il y a une espèce de... où j'ai l'impression qu'on pourrait échanger plus clairement, tu sais. Fait que, tu sais, tantôt, je sais que tu m'as nommé Leonard Cohen, tu sais, mais moi, mettons, ce gars-là, je sais que, tu sais, il me laisse vraiment pas indifférent, tu sais, puis ça m'arrive de me poser la question, qu'est-ce que lui, il ferait à ma place, tu sais, ou de... C'est des mentors, hein? On a le droit de les adresser comme des mentors, ces gens-là, même si on les a pas connus, même si on les... Mais tu sais, quand t'as autant été proche de leur art qui t'a fait tant vibrer, c'est vrai que tu peux te poser la question qu'est-ce qu'aurait fait Leonard Cohen, puis surtout quand tu sais qu'il pouvait prendre je sais pas combien d'années pour écrire un texte. Tu sais, pour moi particulièrement, cet artiste-là, c'est le bouddhisme, la spiritualité, la connaissance, la littérature, toute la vocation, le fait de se dévouer autant à son art. C'est comme des masterclass de lire un peu sur eux. Moi, j'adore les biographies musicales, puis j'aime ça connaître le parcours, parce que, tu sais, ça, l'art ou l'expression artistique, tu sais, oui, l'école, là, mais on s'entend que c'est un petit 20 mettons, maximum là, de ce que tu as besoin pour te façonner puis te trouver. Puis, fait qu'en regardant dans le sillon de ces grands-là, on a des réponses, mais... Bref, tout ça pour dire que tu allais me demander probablement c'est qui les grandes influences. C'est ça, c'est difficile à répondre. J'ai tout le temps l'impression de répondre la même affaire parce qu'on m'a posé la question puis j'ai répondu à la même affaire. Puis en même temps, j'écoute tellement d'affaires, j'écoute tellement de musiques différentes. Tu sais, un Kendrick Lamar, en ce moment, je regarde quand je cours, puis que j'écoute son discours, puis j'écoute sa façon de s'être présenté avec son art, puis comment c'est fast, puis c'est riche. Je trippe autant. Mais même ses présentations, tu sais, quand tu regardes ses performances aux Grammys, moi, je sais pas si tu l'as vu au FEQ quand il est venu, autant qu'il y avait Anderson .Paak qui était passé avant, que c'était comme une espèce... Tu sentais le kid, tu sentais son premier show. Qu'est-ce que c'est hot, Anderson .Paak? Ben oui, tu sais, il est tellement hot, puis il rappe en jouant du drum. Puis du drum comme le meilleur drummer, en plus de chanter en même temps. Je l'ai écouté sur un podcast, puis il racontait, lui, a appris à jouer du drum à l'église. Ouais. Puis c'était à l'époque où tout le monde trippait sur Red Hot Chili Peppers puis Metallica. Puis lui, il voulait jouer Metallica, puis il a dit qu'il était incapable. Ça groovait pas. C'était trop comme métal. Square. Il est tellement en arrière, lui. C'est laid back, là. Ça n'a pas de sens. Comment c'est délicieux, ce groove-là. Mais tu sais, après ça, puis là, Kendrick était là, en plein centre du stage, un grand stage vide. Puis tout le monde était comme, mais moi, au contraire, je voyais quelqu'un de tellement groundé et tellement puissant. Avait quelque chose à livrer, tu sais, c'est gros, là. Puis Thom Yorke, pour moi, ça reste, tu sais, justement, tu sais, dans l'optique de progresser, de vieillir, de passer le temps, puis d'essayer d'être pertinent, puis d'explorer. Puis pour moi, ça se démode pas, cet artiste-là. C'est toujours, tu es curieuse de voir, tu sais qu'il cherche, puis tu veux attraper ce qu'il a trouvé. Puis c'est quelqu'un aussi qui est très engagé, qui fait ça à sa façon. Je trouve que c'est inspirant la manière de s'inscrire socialement. L'as-tu déjà vu en show? Oui, je l'ai vu en show à Osheaga, une des dernières éditions. Puis il me fascine vraiment. Est-ce que c'est hot? Non, mais c'est vrai. Puis après ça, je parle, tu sais, je répète souvent Nina Simone aussi, tu sais, pianiste noire, elle aussi activiste pour le droit des Noirs, mais puis instable psychologiquement, vraiment, tu sais, mais qui a tout
elle aurait brûlé sur scène, on dirait, ouais. la survie dans le besoin de chanter. Puis des fois, c'est dur. Là. Tu regardes des gens qui ont des parcours vraiment plus durs psychologiquement, puis c'est des carrières vraiment difficiles, puis des vies tragiques. Mais tu te dis, au final, cette personne-là était sur Terre pour livrer quelque chose que tu verras pas à tous les coins de rue. Là, il y en a des grands artistes, c'est sûr. Ben oui. Et puis en plus, c'est que ça devient des symboles. Il y a certains artistes qui deviennent des symboles. Puis ça, c'est comme... C'est rendu plus grand que nature. Là, moi, c'est des êtres humains qui me fascinent profondément. Il y en a tellement. Là. Puis aujourd'hui, le culte de la célébrité fait en sorte qu'on... Je sais pas, il y a plein d'artistes qui deviennent big vite. Là. Des fois, c'est rendu difficile aussi de détacher le fond de la forme. Il y en a qui sont big dans ce qu'ils shootent au point de vue de leur profil public, mais c'est vraiment à travers les shows aussi que tu peux faire la part des choses. Une Janelle Monáe que tu vois en show, c'est life-changing. Mais là, tu vois qu'il y a ces syncs entre ce que j'ai en dedans, puis ce que je dégage, puis ce que je shoot. C'est vraiment à travers le show, ça reste pour moi une façon de cocher. Ouais. Est-ce que tu penses au show quand tu crées l'album ou pas? C'est vraiment une étape qui vient plus tard? Ça m'est arrivé sur certains albums, des fois, de vouloir un peu contrebalancer. Tu sais, mettons un album qui a commencé à être écrit vite après une tournée, on dirait que c'est encore frais. Puis là, tu dis, OK, là, j'aimerais ça triper un peu plus up-tempo sur cette tournée-là. Puis ça a peu influencé le contenu. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que depuis l'écriture de des chansons de mon premier album, je suis déjà en lien avec Philippe Cyr, qui est un metteur en scène qui vient du théâtre, qui a entre autres fait J'aime Hydro. Une super rencontre. Puis au début, ça devait être un show juste piano-voix, ma tournée, puis avant la pandémie, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais pas faire un best-of de mes 6 albums. Je vais faire au moins un EP avec des propositions de tunes originales dans cette facture-là. Puis c'est comme ça que l'album a commencé à se creuser. Finalement, ça a fait un disque. Mais bref, Philippe est là depuis le début des créations. Fait qu'il intervient même, tu sais, dans la création de l'album. Puis après ça, on pense au show. Là, je te parle d'un film. Là. On est vraiment dans quelque chose, tu sais, qui se tient de A à Z. Là, dans les photos, l'image. Tu sais, c'est un univers multidisciplinaire un peu qui est vraiment le fun. Une grosse masse avec le même monde pour le regarder de tous les angles. Puis que finalement, on propose quelque chose qui soit un tout. Fait que c'est le fun. Chaque album... Ça dépend de où tu es dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton... Ça change la ride de boss que tu vas prendre pour y arriver, avec qui dans le boss. Puis, l'idée d'être seul sur scène, est-ce que... Enfin, Calice! Oui. On va contrôler tout! Yes! Non, mais oui, en quelque part... Oui puis non, là, c'est sûr. Je suis une fille de gang aussi. Puis la musique, ça se partage. C'est trippant là, de te faire surprendre par une passe de drum que t'as pas vu venir. Puis c'est comme yeah! Puis de se regarder. Mais la liberté de pouvoir improviser, de pouvoir arrêter dans une toune, parler, cette proximité-là avec les gens, le texte mis en avant, c'est vraiment... Le piano, c'est... Asti que c'est beau, le piano. Tellement un bel instrument. Moi, j'arrête. Faut que j'arrête. Joues-tu de la musique? Je joue pas. Non. Je gratte la guitare. Okay. Je pense que le moment dans ma vie où j'en ai joué le plus, c'est quand j'ai déménagé en appart. Fait que, mettons, 2014, tu sais, à 2016, là, un petit 2 ans où... Un petit 2 ans, t'étais pas chez tes parents, là. J'étais pas chez mes parents, puis j'avais pas beaucoup de job. Fait que j'avais beaucoup de temps chez nous à écrire, puis je jouais dans les bars. Fait que j'écrivais des jokes, puis le soir, j'avais des shows, mais... Fait que le jour, je gratouillais des fois, tu sais, un peu pour passer le temps, puis j'apprenais des tunes un peu pour le plaisir. Puis c'est le moment où la guitare était juste à côté de mon bureau. Fait que c'est la guitare à ma grand-mère. Fait que je jouais un peu plus, mais j'ai jamais eu ça, cette espèce de rigueur à pratiquer puis à apprendre. Fait que tu sais, je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. Mais le piano, ça me travaille depuis quelques années de faire comme je devrais peut-être prendre des cours. Que je trouve ça nice parce que je trouve que le range est tellement large. C'est tellement varié ce que tu peux faire sur le piano. Puis je trouve tout le temps ça beau. Ouais. C'est vrai. Puis c'est pour apprendre, moi, j'ai toujours trouvé, mais chacun son cerveau, là, que le fait de voir le clavier, le fait de voir où tu mets tes doigts, puis tout ça,
dans le langage musical, pour moi, c'est plus concret que la guitare, que là, je zingeligne un peu. Là, je vais plus à repiquer des tunes ou connaître une coupe d'accords, prendre le capot. Mais c'est moins un instrument que je décrypte au niveau des Tu joues positions. tout un peu, toi. Un peu, oui. Tout un peu. Mais le piano, ça reste mon instrument principal. Mais oui, j'ai commencé quand j'allais dans quand je faisais des bands, puis là, pour une petite pause bière, moi, je m'installais sur le drum. Puis là, vu que le drum était droitier puis j'étais gauchère, ben j'ai appris à jouer de même. À l'envers. Fait que je joue à l'envers, à l'envers, de même, pas croisé. C'est comme un enfant, mais c'est comme ça que je dis. Fait que j'ai toujours été interpellée. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, là, tu sais? Puis finalement, le plus trippant pour moi, ça reste aussi les synths, le beatmaking. Depuis quelques années, tout ce qui est plus la production. Tu fais ça maintenant aussi? Oui. J'ai commencé, moi, à chaque anniversaire, je demandais à ma mère un synthétiseur un peu plus étoffé. Là, à un moment donné, là, il y avait le séquenceur. Là, fait que je pouvais prendre mes tunes de Tori Amos ou de Ben Harper, puis refaire la batterie, refaire la bass, imiter les sons, crafter les sons. Fait que c'est très autodidacte. Moi, ça a toujours été mon petit home studio à la fois. Dans chaque appartement, j'avais un petit spot où est-ce que... Fait que là, aujourd'hui, j'ai ma classe. Oui. Et plus que jamais, je me perds dans la production. Puis, Tu fais du beatmaking, littéralement. Là. Ben oui, je fais ça. C'est malade. Mais c'est fucking Attention, mon album de hip-hop sort à mes 50 ans. Maman. Mais est-ce que tu fais ça pour le plaisir? Tu fais ça pour toi? Tu fais ça pour les autres? Ben, des fois, je produis pour d'autres. Je fais ça comme... Là, j'ai fait une musique d'un balado qui n'est pas encore sorti, mais tu sais, c'est tout A à Z au studio, la production totale. Tu sais, c'est sûr, l'autonomie, c'est le fun dans la vie, là, d'être capable de pouvoir produire, puis t'envoies ça mixer, mais moi, j'aime ça. Fait que je fais ça par passion. Puis dans mes albums, il y a toujours il y a toujours une partie qui est produite aussi par moi, mais je suis toujours entourée, producée là, à 100% seule ou ne pas avoir un acolyte en réalisation. Je l'ai pas... je l'ai fait sur mon album Ma Plus, mais quand même, le gars qui mixait était proche. C'est important d'avoir un regard. C'est pas une affaire de pas capable du seul, puis de pas aller au bout. Mm-hmm. Mais à un moment donné... Tu sais, quand tu testes des jokes, tu as besoin de recul, tu as besoin d'une autre vision, tu as besoin... Mais vous autres, en plus, c'est qu'il y a un côté technique, tu sais, qu'il n'y a pas nécessairement à l'humour, tu sais, où c'est comme si la joke, fallait après ça, justement, la produire électroniquement, là, tu sais. Il y a cet aspect-là, on l'a pas, tu sais. Vous autres, c'est ça, c'est que quand tu décides de on va faire un album, hey, attends, là... c'est pas juste enregistrer ta maquette, tout ça, puis un beatmaker ou une beatmaker, c'est une job en soi, là. C'est de passer des heures et des heures sur un laptop pour crafter quelque chose qui est vraiment solide. Fait que moi, je suis un peu touche à tout de ça. Mais je t'avouerais que c'est l'affaire que j'aime le plus. La production musicale. Puis d'ailleurs, à Star Academy, en création musicale, je vais coacher. Oui. Puis on va avoir des petites stations avec les laptops, puis parler de producing, puis... c'est vraiment excitant. Vraiment. C'est malade. Je capote, là, parce que c'est real. C'est comme moi, je donne 2 heures de cours par semaine. Il n'y en aura peut-être pas 10 minutes en ondes, mais je veux dire, c'est pas vrai que je vais faker. Fait que je me suis monté un plan de cours, puis j'ai préparé mes semaines pour essayer de transmettre ce qui m'apparaît comme utile pour des jeunes auteurs-compositeurs, quand même pas mal cette année. Incroyable, vous allez voir. J'ai vraiment hâte de voir. C'est du beau niveau. C'est quand même space qu'en 2003, tu as gagné ton Félix? Oui, le premier. Le premier. Puis je pense que c'est l'année où Star Academy a commencé. Ah, c'est drôle. Puis dans ce temps-là, j'étais comme Satan! Star Academy! Hein? Ah ouais, pourquoi? Ben, tout ce qui était plus variété, ça a changé. La pop s'est démocratisée. On n'est plus dans la recherche d'être plus à gauche, puis indie versus pop. Dans les dernières années, on a sacralisé la pop au même titre que des musiques un petit peu plus spécialisées, entre guillemets, qui rejoignent moins la grand public. Tu sais, tu regardes un Les Louanges ou un Hubert Lenoir, tu sais, c'est un merge de tout ça, là. Oui, absolument. Tu sais, les jeunes veulent être rejoindre le plus de monde possible. C'est moins... C'est ça, c'est moins vu comme quelque chose qui serait moins puriste. Ou, au début, c'était comme ça. C'était comme ça pour bien des artistes, auteurs-compositeurs qui trouvaient que Star Academy, c'était juste des interprètes, puis que c'était une machine, puis que... puis aujourd'hui, la mouture qu'ils désirent présenter est vraiment plus en phase avec l'industrie de la musique d'aujourd'hui. Puis c'est pas l'idée de rendre une grande star, interprète, diva...
il y a un désir, puis je le vois, là, c'est pas juste un désir, là, ça s'applique vraiment, d'amener de la matière pour durer, de faire ça dans un contexte sain psychologiquement pour les jeunes, d'être allé chercher vraiment des talents, pas des histoires nécessairement, puis une super diversité de concurrents. C'est impressionnant de toucher à quelque chose qui va être aussi gros, mais qui au niveau du contenu puis des valeurs derrière, c'est aussi cohérent. Fait que je suis bien contente. C'est hot. Oui, vraiment. C'est vraiment excitant. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. C'est commencé, c'est pour ça que j'étais un peu habitée par ça, parce qu'il y a eu déjà une espèce de camp, bootcamp de sélection. Puis là, on commence à avoir l'idée de la cohorte. Puis mon rôle là-dedans, tu sais, que je suis pas pédagogue de formation, mais je vais me retrouver prof. Puis, mais prof de musique quand même, tu sais. Puis, tu sais, l'inspiration, tout le travail, tu le sais, hein, tu fais quelque chose, mais tout ce qui est autour, la vie humaine, la tête, le cœur, comment avoir des outils pour qu'il y ait une forme d'équilibre qui permette de favoriser la créativité. Mais je pense que ce qui est cool aussi dans le contexte de Star Academy, mettons pour toi, c'est que toi, tu t'en vas pas faire de la télé. Non, ben c'est ça. Tu t'en vas donner un cours de 2 heures de musique. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, Après ça, c'est télévisé. Il va y avoir un montage et tout ça. Puis souhaitons que que les bouts que tu veux qu'ils soient vus. Oui, je sais. Puis les variétés. Mais oui, effectivement, par rapport à d'autres expériences que j'ai eues, j'ai l'impression que là, c'est moins faire de la télé. C'est plus faire, on vient me chercher pour moi, mon bagage, qu'est-ce que je peux transmettre. Puis c'est vraiment la musique qui est au cœur. Puis c'est sûr que c'est le fun, ça. Ah, c'est que ça va être sick. Ouais. Ah, c'est nice, j'ai hâte de voir. Le retour de Star Academy. Je veux pas prendre trop de ton temps, Ariane Moffat. Je calcule pas, moi, là. Ça fait 2 jours qu'on est là, tout le monde. Je veux très bien. Il m'a pas servi à manger beaucoup, mais c'est bon pour la créativité, justement. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, fait qu'on voit pas qu'il fait noir. Non, c'est ça. Là, c'est comme le casino ici. On veut stimuler les confidences. Non, j'avais une question qui m'a traversé l'esprit tantôt, puis on dirait qu'elle m'a quitté, fait que c'est pas grave. Mais je vais juste tout simplement te remercier. Vraiment, parce que je veux vraiment pas prendre... Tu t'en vas-tu au studio, là, si tu t'en vas faire? Je retourne à la maison, mais j'ai justement une télé Star Academy cet après-midi, plus tard, avant les fêtes. Mais oui, cette semaine, je vais boucler probablement les mix de mon album que je vous partagerai au printemps. Ouais. Au printemps. Ouais, je n'ai pas nommé le titre, ni les dates, mais là, il faut quand même se garder un petit peu de mystère. Mais oui, c'est clair. Fait que là, tu lances l'album, puis à voir si un jour on se croise les doigts pour le voir sur scène. Oui, c'est sûr, là, le septembre, à partir de l'automne prochain, là. Jamais je croirais. Bling de vaccin. Oui, il va être temps. Oui. Il va être temps. Il faut pas que nos jobs disparaissent, là. C'est terrible. Là. Ça se peut pas. Non. Moi, je crois pas à ça que ça va disparaître. Après ça, il y a du monde qui, malheureusement, ils vont devoir... C'est ça qui est le plus dur, je trouve, c'est que d'avoir la possibilité de trouver un plan B, ce qui n'a jamais été le cas pour bien du monde qui plonge là-dedans, c'est de faire hey, moi, c'est ça que je fais dans la vie. Puis la monnaie, c'est de faire comme Chris, attends, il faut que je survive, il faut que je paye mes shit. On le voit, là. T'sais, nous, on est les chanceux, là. Jay, on est quand même chanceux de travailler. Puis on a des dans une tournée en musique, des musiciens accompagnateurs, des techniciens, il n'y en a pas, là, de Star Academy, là. Puis, je veux dire, relativisons, là, mais je veux dire, il y a bien du monde pour qui c'est ça, le plan B est commencé, puis c'est une affaire dark, là. C'est vraiment, vraiment poche. Ouais. Mais la première fois qu'on va se ramasser sur scène avec une salle pleine, là, à un moment donné, encore plus, je pense, au début, là. Mais à un moment donné, il y a un soir, je m'étais couché, en fermant mes yeux, j'ai revu, mettons, l'image que j'ai quand je suis sur scène au bordel. Et je suis venu ému. Vraiment, tu sais, c'est 100 personnes. C'est juste 100 personnes, là, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme, hey, amène-les, les 100 personnes. Là. Moi, j'ai l'impression que la vie m'a donné un petit cadeau entre les 2 vagues. J'ai fait un show dehors dans un festival qui avait été remis puis qu'ils ont réussi à faire à Gatineau. Dehors, devant le public, un peu dispersé, justement. Ça avait l'air des tables de magie, là, tellement c'est comme ça. Puis un pour les Franco en ligne. 2, comme on appelait ça la tournée nationale, parce que c'était 2 shows en 2 jours, ce que j'avais pas fait depuis février. Puis tout de suite après,
zone rouge Gatineau, puis Montréal a recommencé à confiner. Là, fait qu'on dirait que j'ai eu comme un petit nanan ce que j'ai goûté, puis c'était bon. Puis ça m'a permis de faire un closure aussi sur ma tournée qui a été interrompue. Ouais. Fait que, non, on réalise encore plus à quel point on aime ce qu'on fait, puis qu'on est chanceux de s'adresser comme ça aux gens, soir après soir, puis de vibrer comme ça. Quel beau métier. Mais hein. Quel beau métier. Merci de le pratiquer, Ariane. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. T'es tellement hot. Je t'adore. Je t'adore aussi. Puis on se retrouve au Dieu de la danse. Oui! Je suis juste venue pour ça, là, pour consolider notre lien. Alors, merci. Bravo pour ton podcast. Puis si tu as de la misère à écrire ton prochain show par blocage psychologique, tu viendras me voir, je vais faire coach de vie Moffat. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'en garde bonne note. Vraiment, Ariane, pour vrai. Merci. Longue vie à Ariane Moffat. Merci, Jay.